Aujourd'hui, on va voir le module 6A où ce qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut analyser et calculer les contraintes dues à un effort de flexion dans une membrure. Donc, si j'ai une membrure comme celle-ci, je vais appliquer un effort de flexion. Il y a des contraintes normales qui vont se produire au droit de ma section transversale. On va voir comment analyser ces contraintes. Donc, les objectifs, ce qu'on avait vu dans le module précédent, module 5, c'est comment est-ce qu'on peut, à partir de l'équilibre statique, venir déterminer en tout point dans une membrure, dans une poutre, comment est-ce qu'on peut venir exprimer les efforts internes, que ce soit le moment fléchissant, l'effort tranchant, l'effort normal. Donc, on est venu voir comment est-ce qu'on peut tracer en fonction d'une position X, quels sont les efforts internes. Donc, dans le chapitre 6 qu'on va voir ici, on va le subdiviser en deux parties. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la partie A, où on va voir pour un moment fléchissant m de x, donc un effort interne de flexion, comment est-ce qu'on peut venir calculer les contraintes normales. Donc, j'ai un effort de flexion comme celui-ci. Comment est-ce que je peux venir calculer les contraintes normales qui agissent perpendiculairement à ma section transversale? Dans la partie B, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que ces mêmes efforts de flexion viennent également générer des efforts de cisaillement. Okay, ça va faire des efforts de cisaillement au droit de la section, ici, comme ceci. Et ce qu'on va voir également, c'est que ça génère des efforts de cisaillement longitudinaux. C'est ce qu'on voit dans la partie B. Pour l'instant, on va considérer que simplement les efforts de flexion. Comment est-ce que ça vient générer des contraintes normales? C'est ce qu'on considère ici. Donc, ce qu'on veut voir ensemble, c'est sachant m de x, la fonction qui décrit quel va être mon moment en fonction de la position, quelle est la distribution au droit, des contraintes normales au droit des sections. Donc, j'ai une section transversale comme celle-ci, et ce qu'on va voir ensemble, c'est que le moment fléchissant interne vient produire un certain profil de contraintes de compression et de traction. Donc, on va voir quelle est la forme de ces diagrammes et comment est-ce qu'on peut mettre des valeurs là-dessus. Donc, pour ça, ce qu'on va considérer aujourd'hui dans le contexte du cours, c'est qu'on va analyser des éléments qui sont soumis à un effort de flexion pure. Donc, dans un contexte de flexion pure, c'est-à-dire que le moment en fonction de la position est non nul, cependant, il n'y a pas d'effort tranchant et il n'y a pas d'effort normal. Donc, ce qu'on a ici, un exemple de flexion pure pour lesquels mon effort tranchant est nul. Si on prend ma poutre qui est ici, donc j'ai un appui en A, j'ai un appui en D et j'ai deux charges P au point B et au point C. Donc ça ici, on a un chargement qui est symétrique, de telle sorte que le point d'application de la charge P à gauche est à une distance A de l'appui, le point d'application de la charge P au point C est à une distance A de l'appui également. Donc ça va faire quoi? Ça va faire que mes réactions en A et en D vont également chacune être égales à P. Donc ça, si c'est le cas, ce que ça va créer, c'est que ça va créer ici une zone de moment entre les points d'application des charges B et C qui est constante. Pourquoi? Parce que j'ai une réaction verticale en A qui est P. Donc ça veut dire que mon effort tranchant entre A et B est égal à P. Je viens diminuer de P, mon effort tranchant est rendu nul. J'ai aucun effort tranchant entre B et C. Donc, et j'ai moins P ici, jusqu'à être établi au niveau de l'appui D pour être à 0. C'est-à-dire que je n'aurai aucun effort tranchant entre les points B et C. Aucun effort tranchant, ça va vouloir dire que j'ai un moment fléchissant qui est constant. Donc, dans cette partie centrale entre B et C, on va avoir de la flexion pure, c'est-à-dire qu'on aura un moment qui est constant sur la section, qui est non nul, et pour lequel j'ai aucun effort tranchant, j'ai aucun effort axial. Et donc ça, c'est équivalent à prendre un bout de poutre comme celui-ci, appliquer un couple de part et d'autre, de façon à avoir comme ceci, un moment fléchissant qui est constant le long de ma poutre et aucun effort tranchant, aucun effort axial. Parfait. Et ça s'oppose à la flexion ordinaire. Donc pour la flexion ordinaire, mon moment fléchissant, mon effort tranchant est non nul. Okay? Et si mon effort tranchant est non nul, ce que ça va faire, c'est que de part et d'autre de la section que j'ai isolée, les moments ne seront pas égaux. Okay? Donc, on peut voir ici, si on fait une sommation des moments par rapport au point à gauche, je vais voir qui vont entrer dans ce calcul-là. Je vais avoir mon moment M1, je vais avoir mon moment M2, et je vais avoir un effort V, un effort tranchant V. Et cet effort tranchant-là, V, va faire que pour le prendre en compte, mais le moment M1 et le moment M2 ne pourront plus être égaux.
Okay? Donc, la flexion ordinaire, c'est ce qu'on va voir dans la partie 6B, où on va faire intervenir également les efforts de cisaillement dans la flexion. Donc voilà ce qu'on voulait voir ensemble pour l'introduction à la flexion dans les poutres. Donc, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est les notions de courbure, kappa, et la relation entre la courbure d'une poutre fléchie et epsilon, les déformations axiales. Ensuite, on va voir les notions de centre de gravité d'une section et comment est-ce que ça c'est lié à un concept d'axe neutre, donc la portion de ma section transversale qui n'est pas déformée. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui vient gouverner les propriétés de section, notamment la rigidité flexionnelle. Ça va être fonction de IZ, l'inertie, le moment d'inertie d'une section transversale, et S, mon module de section. Donc, IZ qui est utilisé pour calculer la rigidité, S qu'on va voir qui est utilisé davantage pour la conception. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut exprimer en fonction du chargement et des propriétés de ma section les contraintes normales au droit d'une section. Et on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut faire la conception d'une poutre. Donc, si on nous donne la limite élastique d'un matériau, on nous donne le moment appliqué, quelle section transversale on devrait choisir de façon à être en mesure de résister à ces efforts externes. Et finalement, dernière partie qu'on va voir, c'est la plasticité. Qu'est-ce qui arrive dans une section qui est fléchie lorsque la capacité du matériau dépasse sa limite élastique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ça nous amène au module 6A, où on voit qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des poutres qui sont fléchies. Donc là, dans la partie A, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ce qu'on va regarder, c'est l'effort par rapport à des contraintes normales sous flexion pure. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas d'effort tranchant, pas d'effort normal, simplement du moment fléchissant qui est constant au droit de ma section. Donc, un module de chargement ici. Donc, première partie, on va regarder la relation entre la courbure, kappa et epsilon, ma déformation axiale. Donc, on va regarder d'abord la définition, qu'est-ce qu'une courbure, qu'est-ce qu'un rayon de courbure. Ensuite, on va voir quelles sont les hypothèses que l'on doit satisfaire de façon à voir ensemble la théorie derrière cette mécanique pour la déformation des poutres. Ensuite, on va voir la relation un peu plus en profondeur entre kappa et rho. Donc, kappa qui va être ma courbure, rho qui va être le rayon de courbure. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut lier cette courbure à une déformation de flexion. Donc, c'est-à-dire, on peut s'imaginer qu'il y aura une courbure qui va être induite par un moment de flexion, mais cette courbure-là vient déformer la partie supérieure, vient déformer la partie inférieure, et bien cette déformation, ça va être mes epsilon. Okay? Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut relier ces epsilon à sigma des contraintes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous pouvez imaginer, c'est à partir de la loi de Hooke. Donc, sigma, ma contrainte, est égal à epsilon, ma déformation, fois grand E, mon module élastique. Ensuite, on va regarder à l'équilibre des sections de façon à venir lier un moment fléchissant appliqué à une courbure et donc, ultimement, de venir lier un moment fléchissant appliqué à sigma, une contrainte. Parce que, ultimement, c'est ce qu'on va utiliser pour le calcul. Et donc, finalement, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder la relation entre la courbure d'une poutre et entre le moment appliqué sur une poutre, la courbure de celle-ci, ainsi que la contrainte développée au droit de ma section transversale. OK, en termes de définition, quand on parle de courbure, de quoi on parle? On parle d'un changement d'angle, donc delta θ, un changement d'un angle relatif d'une section d'une poutre par rapport à un autre. Donc, par exemple ici, avant application de charge, mes deux faces de part et d'autre sont parallèles. Lorsque je vais appliquer un moment fléchissant, qu'est-ce qui vient se passer? Bien, j'ai un changement d'angle relatif entre une face et une autre. Donc, ce delta θ, c'est ma courbure. Donc, on voit par rapport à ici, j'avais ma face de gauche, j'ai ma face de droite. Le fait d'appliquer un moment fléchissant vient changer l'angle d'une face par rapport à une autre. Ça, c'est ce qui définit ma courbure. Maintenant, qu'est-ce qui définit ma déflexion? Donc, ma déflexion, c'est quoi? Ça va être un déplacement relatif, donc un delta Y, d'un point par rapport à un autre. Donc, on voit ici que la mi-portée de ma poutre a un déplacement vertical relatif par rapport aux extrémités. Okay? Donc, le fait d'avoir une courbure va venir induire une déflexion.
Donc, quelles sont les hypothèses que l'on va faire lorsqu'on va faire l'analyse de ces sections qui sont fléchies? Donc, première hypothèse, on va dire que ma poutre est droite. Donc, j'ai une poutre qui est longitudinale, qui est rectiligne. Deuxième hypothèse, on va avoir une section qui est constante. Donc, par rapport à la section qu'on analyse, la même propriété de section sur toute sa longueur. Ensuite, je vais avoir une section qui est symétrique par rapport à son plan longitudinal de symétrie. Ça veut dire quoi? Donc, si par exemple ici, on regarde, on va fléchir, on va avoir un moment qui tourne autour de mon axe Z, donc un moment fléchissant comme celui-ci, qui va agir perpendiculairement à ma section transversale. Donc, ça veut dire que j'aurai une symétrie par rapport au plan qui est perpendiculaire à cet axe Z. Donc, le plan ici qui est dessiné en rose. Donc, on peut voir ici, on va avoir une symétrie par rapport à cet axe ici qui est vertical, ou plutôt ce plan qui est vertical. Donc, je suis symétrique, je suis symétrique, je suis symétrique, je suis symétrique, je suis symétrique. Donc, ici, je suis symétrique parce que par rapport à ma section qui est fléchie par rapport à ce plan vertical, c'est-à-dire qui est perpendiculaire à mon axe Z. Cependant, si j'avais tourné ma section ici triangulaire de 90 degrés, je n'aurais plus satisfait mes hypothèses. Parce que là, cette fois-ci, le fait de ne pas avoir la symétrie va venir également engendrer de la torsion dans ma pièce. OK. Donc, on fait l'hypothèse que la poutre est supportée latéralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de déversement latéral. Donc, le déversement latéral comme ceci, c'est causé par quoi? C'est que, rappelez-vous, ce qu'on a vu avant, c'est qu'il pouvait y avoir dans les pièces qui sont comprimées du flambement. Ça veut dire quoi? Si j'ai une pièce comme celle-ci qui est très élancée, mais la résistance que j'ai à la traction ne sera pas égale à la résistance que j'ai à la compression. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai un effort de traction, mais toutes mes forces internes tendent à venir, si on peut dire, équilibrer ou s'aligner dans la direction de la membrure. Donc, j'aurai une résistance qui est très élevée. Par contre, quand j'ai une membrure qui est élancée comme celle-ci, dès que je viens appliquer une charge de compression, mais cette membrure va avoir tendance à flamber, c'est-à-dire à avoir un déplacement latéral qui va être de plus en plus accentué au fur et à mesure où j'augmente la force. Et donc, la résistance en compression d'une membrure élancée est beaucoup, beaucoup plus faible que sa résistance à la traction. OK? Ça, c'est des notions de flambement qui sont associées à des membrures soumises à des chargements axiaux. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est lorsqu'on a de la flexion, on va venir développer également des contraintes et des efforts de compression et de traction sur ma section transversale. Donc, par exemple, ici, on voit ma poutre. Donc, qu'est-ce qui se passe si je viens appliquer des moments fléchissants de part et d'autre? Donc, on peut voir visuellement ici très bien. Je viens comprimer ma partie supérieure, je vais venir tendre ma partie inférieure. Ça veut dire quoi? La longueur de ma fibre supérieure diminue, la longueur de ma fibre inférieure vient augmenter. OK? Donc, je vais avoir des efforts de compression en haut, je vais avoir des efforts de traction en bas. Mais la partie ici qui est comprimée, mais ça va être un petit peu comme ma membrure que j'avais ici. Ça va être une partie de ma poutre qui va être soumise à des efforts de compression. Et dans le cas ici, mais il peut y avoir des déplacements latéraux de ma fibre supérieure causés par ces efforts de compression. Et dans une pièce qui est fléchie ici, ce déplacement latéral dû aux efforts au moment de flexion, c'est ce qu'on appelle le déversement latéral. Okay? Si on regarde comment est-ce que ça se produit, donc on peut voir ici, j'ai ma poutre qui est ici, pour laquelle j'ai une application de la charge à ces deux points-là. Donc j'ai un vérin qui va venir tirer vers le bas. Donc on voit la même poutre ici avec un profil où on regarde dans la direction longitudinale. On regarde ici une vue de dessus. Et ça, c'est une vue en élévation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure où j'augmente la charge, on va voir que j'ai vraiment ma poutre qui va partir ici sur le côté. Même chose ici. Donc, au fur et à mesure que j'augmente la charge, il va se développer des contraintes de compression sur la partie supérieure, des contraintes de traction sur la partie inférieure, et cette contrainte et ces efforts de compression vont venir induire un déplacement latéral qui est mon déversement latéral. Donc, ce déversement latéral-là, comment est-ce qu'on l'empêche? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas lieu? On va venir soutenir latéralement la fibre comprimée de façon à contraindre son déplacement latéral. Donc, c'est pour ça qu'on dit, comme hypothèse, notre poutre
et supporté latéralement, de telle sorte que ce déplacement latéral n'est pas permis. OK, on va avoir un matériau qui est linéaire et élastique. Donc, matériau linéaire, ça veut dire quoi? Si je charge, donc ça veut dire si j'augmente la déformation, je vais augmenter la contrainte. Et si j'enlève la déformation, bien, je vais revenir à mon point initial. C'est-à-dire que je peux venir charger mon matériau. Lorsque je relâche ce chargement, mais mon matériau va retourner à son point initial. Donc, je charge, et si j'enlève mon chargement, je reviens exactement à la géométrie initiale. Ça, c'est la partie linéaire. Ça, c'est la partie élastique. Donc, le fait que ce soit élastique, si je applique un chargement, je retire le chargement, je reviens à ma géométrie initiale. La partie linéaire, c'est le fait que si je double le chargement, je vais venir doubler la déformation. OK? Donc, pour chaque incrément de déformation, je vais avoir un incrément de contrainte où cette relation est linéaire entre les deux. Et également, on va avoir le même comportement en tension et en compression. Donc, on va faire l'hypothèse que nos sections planes restent planes, c'est-à-dire ici, vous voyez, j'ai plusieurs plans verticaux qui sont droits, mais avant application de la charge, ces plans sont droits. Après application de mon moment fléchissant, ces plans vont rester également droits. Donc, même chose qu'on peut voir sur la figure ici. Et donc ça, cette hypothèse de section plane, ça va conduire à l'hypothèse que la déflexion se produit selon un arc circulaire. C'est-à-dire que mon profil de déflexion va suivre ici la courbure d'un cercle. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut s'imaginer que ce profil-là, cette déflexion-là, fait partie d'un arc de cercle qui va être centré au point ici, C étoile, qu'on va appeler le centre de courbure. Et donc, on va pouvoir définir la notion de ρ, qui est mon rayon de courbure, okay? Qui est la distance entre ce centre de courbure et ce qu'on va définir comme étant l'axe neutre. Okay? Et de façon générale, lorsqu'on vient appliquer un moment positif sur une section comme celle-ci, je vais avoir mes fibres supérieures qui sont comprimées, je vais avoir mes fibres inférieures qui sont tendues. Donc, comme on peut le voir visuellement ici, j'applique un moment positif, donc c'est-à-dire une section, un moment de part et d'autre comme ça, qui vient comprimer ma fibre supérieure, qui vient tendre ma fibre inférieure. Donc, j'aurai des contraintes de compression au-dessus de l'axe neutre, j'aurai des fibres en tension en dessus de l'axe neutre. Ou l'axe neutre, c'est quoi? C'est l'axe pour lequel il n'y a pas de contrainte. Okay? Parce qu'il faut s'imaginer, si j'ai de la compression à un endroit, j'ai de la traction à un autre, il y a un endroit où j'ai ni de la compression, ni de la traction. C'est ce qu'on appelle l'axe neutre, c'est-à-dire la partie qui n'est sujet à aucune déformation, ni de la compression, ni de la traction. Donc, ce qu'on peut voir ici, et ce qu'on va venir revoir en détail, c'est que si j'applique un moment fléchissant comme celui-ci, j'aurai au-dessus de cet axe neutre un profil triangulaire de contrainte de compression. J'aurai en dessous de l'axe neutre un profil triangulaire. Donc, au fur et à mesure où je m'éloigne de l'axe neutre, ma contrainte va venir augmenter et je suis constant le long de la largeur de ma section. OK, et finalement, comme je le disais, bien, il existe un axe neutre, c'est-à-dire une position verticale au droit de ma section transversale pour lesquelles j'ai aucune contrainte de traction ou de compression. Si j'ai aucune contrainte, ça veut dire quoi? Il n'y aura aucune déformation également. Donc, la longueur des fibres à l'axe neutre va être nulle. C'est-à-dire que, par exemple, ici, comme j'ai une section qui est symétrique, mon axe neutre, ça va représenter ma ligne qui est au milieu ici. Ça veut dire quoi? Avant et après déformation, mais la longueur de cette ligne-là n'a pas été modifiée. Donc, on peut voir comme représenté ici, mais la longueur de ce segment qui est sur mon axe neutre ne sera pas modifiée par l'application de charge ou de moment fléchissant. OK? Donc, lorsqu'on a un moment positif qui est appliqué, au-dessus de l'axe neutre, j'aurai des contraintes de compression, donc négatives. En dessous de l'axe neutre, j'aurai des contraintes positives, c'est-à-dire de la traction. OK, donc regardons plus en détail les notions de courbure kappa et de rayon de courbure ρ. Donc, tout d'abord, on va dire M, rappelons-nous, c'est le moment de flexion.
Rho, ça va être le rayon de courbure, c'est-à-dire la distance entre le centre de courbure et l'axe neutre de ma section fléchie. Donc, rappelez-vous ce qu'on a fait comme hypothèse à la diapositive précédente, c'est que le profil de déflexion va suivre justement un arc de cercle. Donc, ce rayon de courbure, c'est la distance entre le centre de courbure et mon axe neutre. Ensuite, delta θ étoile, ça va être l'angle qui est formé entre deux sections qui vont être séparées par une longueur de segment delta x est égale à 1. Donc, par exemple, ici, si j'ai une longueur pour un segment de delta x égale à 1, donc on peut s'imaginer que c'est ce segment-là ici, la longueur initiale, c'est delta x égale à 1. Donc, mon delta θ étoile, c'est le changement d'angle par rapport à chacune de ces sections qui ont une longueur unitaire. Donc, mon kappa, ma courbure, en fait, ça va être égal à ce changement d'angle. Ça va être égal à ce delta θ étoile, qui est spécifiquement pour un segment de longueur delta x est égal à. Donc, si on utilise l'approximation des petits angles, on peut dire que delta x, la longueur de mon segment, va être égal à ρ, mon rayon de courbure, fois ce même delta θ étoile. Okay? Donc ici, si je viens réorganiser ça, je peux dire que mon delta θ étoile, qui est également égal à mon kappa, ça va être égal, donc ma courbure, ça va être égal à delta x sur ρ. Ou si on dit delta x égale à 1, bien, lorsque delta x égale à 1, ça va être kappa fois delta x. Donc pour delta x égale à 1, comme je le disais, mais mon delta θ étoile, mon changement d'angle entre deux plans, va être égal à kappa, ma courbure, et donc ma courbure est égale à 1 sur ρ, mon rayon de courbure. Donc plus le rayon de courbure augmente, plus ma courbure diminue. Et inversement, plus ma courbure augmente, plus mon rayon de courbure doit diminuer. Donc visuellement, on peut voir ça comme ceci. Ici, j'ai un très grand rayon de courbure, j'aurai une petite courbure. Ici, j'ai un petit rayon de courbure, donc un petit cercle, je vais avoir une grande courbure, c'est-à-dire un grand changement d'angle entre deux sections transversales. OK, donc on va venir voir comment est-ce qu'on peut venir calculer l'effet de la flexion sur les déformations axiales. Okay, donc les déformations selon mon axe X, selon mon axe longitudinal. Donc si on regarde ici, il faut faire l'hypothèse que l'axe longitudinal de la membrure est dans cette direction, et moi je fais une flexion autour de mon axe Z, mon axe transversal. Et je vais regarder comment cette flexion transversale vient générer des contraintes selon l'axe longitudinal. Donc là, on va regarder, avant de regarder les contraintes, les déformations epsilon. Donc rappelez-vous, par définition, une déformation, c'est un changement de longueur dû à un chargement divisé par ma longueur initiale. Donc mon changement de longueur, c'est quoi? C'est la longueur de mon segment P étoile, Q étoile, après déformation, moins la longueur de mon segment PQ, avant déformation. Donc, en haut ici, j'ai avant déformation, en bas ici, j'ai après déformation. Donc, la longueur du segment P étoile, Q étoile, après chargement, moins ma longueur initiale, sur ma longueur initiale. Okay? Donc, ça va être par définition, quelle va être à une distance arbitraire de l'axe neutre Y, quelle va être la déformation de ce segment-là. Donc, si j'avais un segment qui était initialement entre les points A et B de longueur delta x, donc la longueur de mon segment PQ, ça va être delta x. Et la longueur de mon segment ici, P étoile, Q étoile, on peut l'appeler mon delta x étoile. Donc mon epsilon, ça va être delta x étoile moins delta x sur delta x. Donc ici, on vient représenter ça à partir des angles. Donc je sais ici que mon angle sous-jacent, ça va être mon delta θ étoile. Okay? C'est ce qui représente ma courbure. Donc ça, on fait l'hypothèse pour un segment de delta x qui est égal à 1. Donc dans un cas comme celui-ci, j'ai ρ qui va être mon rayon de courbure, donc la distance entre le centre de courbure et mon axe neutre. Donc si je veux calculer ma longueur delta x étoile, donc on peut dire que ça va être ρ moins y. Donc si ici du centre de courbure à l'axe neutre, j'ai ρ, et j'ai une distance de y entre l'axe neutre et mon segment PQ. Donc si je fais ρ moins y la distance ici, ça va être la distance entre mon point C étoile et mon point P étoile. Okay? Donc la distance entre le centre de courbure et le segment qui m'intéresse. Donc ρ moins y fois delta θ, ça va me donner la longueur de mon segment P étoile, Q étoile. La longueur de mon segment A étoile, B étoile ou AB, c'est simplement ρ fois
delta θ étoile et divisé par rho delta θ étoile. Donc, si je viens distribuer ici mon delta θ étoile dans cette parenthèse-là, je vais obtenir rho fois delta θ étoile, moins y fois delta θ étoile, moins rho fois delta θ étoile. Donc, ces deux termes-là s'annulent l'un l'autre. Et j'aurai un delta θ étoile sur delta θ étoile. Ces deux-là viennent s'annuler également. Donc, tout ce qui me reste, il me reste moins y sur rho. OK? Ça veut dire quoi? Ici, si ma déformation axiale va être égale à moins y sur rho, mon rayon de courbure. Donc, pour un rayon de courbure ici qui est positif, c'est-à-dire ici qui va être le résultat de l'application d'un moment positif, bien, au fur et à mesure que j'ai un y qui est plus grand que 0, ça veut dire qu'il y égale 0 à l'axe neutre, y est plus grand que 0 au-dessus de l'axe neutre, y va être plus petit que 0 en dessous de l'axe neutre. Donc, pour un moment positif, un y au-dessus de l'axe neutre, j'aurai une déformation de compression, c'est-à-dire négative. Au contraire, si j'ai un y qui est plus petit que 0, j'aurai moins fois moins, quelque chose de positif, j'aurai une déformation qui résultat en traction. OK? Et par égalité, on sait que ma courbure kappa est égale à 1 sur mon rayon de courbure. Donc, je peux dire que ma déformation axiale va être égale à moins kappa fois y, ma position verticale sur ma section transversale. Donc, rappelez-vous ici, à l'axe neutre, qui va être à la mi-distance ici. Donc, ça, c'est y est égal à 0. Donc, au fur et à mesure que j'augmente, j'ai un y positif. En dessous de l'axe neutre, j'aurai un y négatif. Donc, ce qu'on peut dire de ça, c'est que ma déformation longitudinale va être proportionnelle à la fois à ma courbure. Donc, plus j'augmente la courbure de ma section, c'est-à-dire l'angle entre deux sections relatives, entre deux plans relatifs, l'angle relatif entre deux sections transversales plutôt, plus j'augmente cette courbure-là, plus je vais venir augmenter ma déformation axiale. Et également, cette déformation axiale est proportionnelle à la distance de l'axe neutre. C'est-à-dire, je n'aurai aucune déformation à l'axe neutre, et au fur et à mesure que je m'éloigne soit vers le haut, soit vers le bas, je vais venir augmenter cette déformation. Okay? Donc, c'est-à-dire, à l'axe neutre, je n'ai aucune déformation, et j'augmente de façon linéaire au fur et à mesure que je m'éloigne soit vers le haut, soit vers le bas. Okay? Dans le cas où j'applique un moment qui est positif, mon rayon de courbure va être positif vers le haut, je vais venir avoir de la compression de mes fibres au-dessus de l'axe neutre, de la traction en dessous. OK. Donc, regardons maintenant comment est-ce qu'on peut venir lier ça aux contraintes. Donc, on avait vu, selon la loi de Hooke, que ma contrainte est égale à epsilon E, où E, c'est mon module de Young, mon module élastique, ce qui vient gouverner la rigidité de mon matériau. Donc, ici, en multipliant le epsilon x qu'on a calculé précédemment, on peut venir lier justement cette courbure aux contraintes axiales. Donc, ici, on avait vu que mon epsilon x va être moins y sur mon rho, mon rayon de courbure. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ma contrainte, ça va être simplement être mon module élastique fois y sur rho négatif. Donc, même comportement qu'on avait précédemment. Pour l'application d'un moment positif, j'aurai des contraintes de compression au-dessus de l'axe neutre. Parce qu'un y sera positif, donc je vais avoir un signe moins ici, j'aurai des contraintes négatives, des contraintes de compression. Pour un point y qui est égal à 0, j'aurai aucune contrainte. Pour un point y qui est négatif, c'est-à-dire qui se situe en dessous de l'axe neutre, j'aurai des contraintes de traction, parce qu'un y négatif fois un moins, ça va faire quelque chose de positif, des contraintes positives de traction. De façon équivalente, comme kappa est égal à 1 sur rho, je peux également exprimer ma contrainte en fonction de ma courbure. Donc, ce qu'on peut dire à la fin, c'est que de la même façon qu'on avait pour les déformations, mes contraintes sont également proportionnelles à kappa, la courbure de ma section qui est fléchie, ainsi que ma position y par rapport à l'axe neutre. Donc, rappelez-vous, y est égal à 0 à l'axe neutre, positif au-dessus de l'axe neutre, négatif en dessous de l'axe neutre. Donc, c'est donc de dire, lorsque je viens fléchir une section, j'aurai des déformations qui vont être en compression. Si je fais une déformation avec un moment positif, j'aurai des déformations en compression, donc négatives au-dessus de l'axe neutre, des déformations qui sont
positive en dessous de l'axe neutre, traction. Et ça va venir générer ici, si j'ai un moment positif, des contraintes de compression au-dessus de l'axe neutre, des contraintes de traction en dessous. Si je venais faire le contraire, plutôt qu'appliquer un moment positif, j'ai appliqué un moment qui est négatif, bien, je vais simplement inverser ces relations-là. C'est-à-dire, j'aurai de la compression en dessous de l'axe neutre, de la traction au-dessus de l'axe neutre. Donc, ben, comme je vous le disais, pour moi, un moment positif, pour un Y plus grand que 0, au-dessus de l'axe neutre, j'aurai des contraintes de compression. À l'inverse, pour un Y négatif, j'aurai de la traction au-dessus de l'axe neutre. Non. Pour un Y plus petit que 0, donc en dessous de l'axe neutre, j'aurai de la traction. OK? Et gardez en tête, si j'ai Y égale 0, je suis à l'axe neutre. Comme j'ai aucune déformation, ben, j'aurai également aucune contrainte. OK. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est, parce que la relation qu'on a pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on peut relier ma courbure à sigma x, ma contrainte. OK? Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas relier notre courbure à sigma x, on veut relier quelle va être la contrainte générée par l'application d'un moment fléchissant donné. OK? Donc, on veut relier mon moment m à cette contrainte sigma x. Donc, pour faire ça, on doit faire l'équilibre des sections. Donc, l'équilibre des moments sur ma section transversale. Donc, pour faire ça, on va faire la sommation des moments en Z par rapport au centre de gravité. Donc, en termes de convention de signe, rappelez-vous, on aura un moment qui est positif si antihoraire. Donc ici, sur ma section transversale, je vais avoir un moment ici, donc je n'ai aucun effort axial, et je vais avoir un moment dans le sens antihoraire, donc un moment qui va être positif. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Cette somme des moments-là, par équilibre statique, doit être égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir dans ma somme un plus m, mon moment externe, qui doit être compensé par la force générée par mes contraintes internes au droit de ma section. Donc, comme j'ai un moment positif, je vais venir générer ici de la compression au-dessus de l'axe neutre, donc mon axe neutre qui est ici, et je vais venir générer de la traction en dessous de l'axe neutre. Donc, les forces résultantes par ces contraintes de compression et ces contraintes de traction doivent venir compenser mon moment. Donc, je vais venir exprimer ça comme étant, comme ces forces-là ne sont pas nécessairement constantes par rapport à une position Y, comme l'intégrale sur l'aire de toute ma section de Y, la distance entre mon axe neutre et la sous-aire qui est considérée, fois sigma x, la contrainte agissant à cet endroit-là, fois dA, un élément d'air. Donc, par exemple, si je vais faire l'intégrale sur tous les petits éléments d'air dA, de la force résultante. Donc, rappelez-vous, sigma, une contrainte, c'est force sur l'air. Donc, ma force, c'est ma contrainte fois un élément d'air. Donc, si je fais l'intégrale de toutes les forces résultantes sur ces petits éléments d'air, donc sigma x fois dA, je viens multiplier par le bras de levier, ça va me donner un moment. Parce que force fois bras de levier, ça me donne un moment. Donc ça ici, si j'envoie mon moment de l'autre côté, donc je peux dire qu'il y a un moment où si j'envoie cette intégrale de l'autre côté, moment va être égal à moins l'intégrale sur R de y fois sigma x dA. OK? Donc là, ici, je peux exprimer mon sigma x, ma contrainte longitudinale de flexion, comme étant E, mon module élastique, fois y sur ρ. Ça, c'est la relation qu'on avait définie ensemble précédemment. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir sortir de l'intégrale tous les termes qui sont constants sur l'aire de ma section, c'est-à-dire ici mon module élastique, qui est le même partout sur ma section, et mon rayon de courbure. Donc, ça me donne quoi? Si je sors ces termes-là d'intégrale, ça va être mon moment, va être égal à moins. Donc, ici, petite coquille, il y a un moins qui devrait être ici, moins E sur ρ fois y carré dA. Okay? Ou cette intégrale de y carré dA, ça va être l'inertie de ma section. Okay? Ce qui va venir quantifier la dispersion spatiale de ma matière. Okay? Plus la matière s'éloigne de mon centre de gravité, plus l'inertie va augmenter. Et c'est cette inertie qui vient quantifier la rigidité d'une section qui est fléchie. Plus mon inertie est élevée, plus celle-ci va venir être capable de subir de petits déplacements pour un même moment appliqué. Plus l'inertie est faible, plus la déformation sera grande pour un même moment appliqué. Et donc, c'est de dire, mon moment, ça va être EI sur ρ.
OK, qui va être égal à... non, ici, en fait, le négatif, c'est bas parce que j'ai moins. Donc, ici, cette équation-là est OK. Donc, mon moment, ça va être EI sur ρ. Donc, comme 1 sur ρ, 1 sur mon rayon de courbure va me donner ma courbure. Donc, je peux dire que mon moment va être égal à kappa EI. OK? Donc, si on veut venir définir maintenant notre relation entre le moment et la courbure d'une section, rappelez-vous M, moment de flexion, EI, la rigidité flexionnelle d'une section, où E, c'est la propriété des matériaux, I, c'est la propriété de ma section transversale. Kappa, ça va être ma courbure, ou 1 sur ρ, ça va être mon rayon de courbure. 1 sur mon rayon de courbure va me donner ma courbure kappa. Ρ, mon rayon de courbure. Donc, ce qu'on a défini ensemble précédemment, c'est que mon moment va être égal à EI sur ρ, qui est égal à kappa EI. Donc, je peux dire que kappa, ma courbure, va être égal à mon moment sur EI, ma rigidité flexionnelle. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une relation linéaire entre la courbure d'une poutre et le moment appliqué. Ça veut dire quoi? Si je double le moment appliqué sur ma poutre, je vais venir doubler sa courbure. J'aurai cette relation linéaire ici qui va venir être gouvernée par EI, la rigidité flexionnelle, qui dépend à la fois de E, les propriétés de matériaux, et de I, la propriété de section, qui définit sa rigidité flexionnelle. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces relations-là qu'on vient de définir de façon à venir trouver quel est le lien ou quelle est la relation entre les moments appliqués M sur une section transversale et les contraintes longitudinales sigma x. Donc, on avait dit précédemment que mon moment est égal à EI sur ρ. Donc, je peux venir réorganiser ça comme étant M sur I. Donc, M sur I, ça va être E, mon module élastique, sur ρ, le rayon de courbure. Donc, on avait défini également précédemment la relation entre mon rayon de courbure, ma position par rapport à l'axe neutre et ma contrainte longitudinale, comme étant sigma x égale à moins mon module élastique fois y sur ρ. Donc ici, je vais venir réisoler la même chose que j'avais ici, E sur ρ. Donc ça veut dire, je vais venir mettre un signe négatif ici, je vais venir diviser par y. Donc je peux dire que E sur ρ, ça va être à moins sigma x sur y. Donc ici, j'ai deux égalités. Donc, je peux venir dire que M, ça va être égal à moins sigma x sur y. Donc, M sur I est égal à sigma x, moins sigma x sur y. Donc, si je veux venir isoler ici sigma x, je peux dire que ma contrainte longitudinale va être égale à moins my sur I. Donc, gardez cette formule en tête, elle va revenir tout au long de votre parcours d'ingénierie. Okay? Du moins dans la portion structure. Comment est-ce qu'on peut lier un moment fléchissant appliqué à une contrainte longitudinale? Celle-là, vous allez tellement l'utiliser, vous allez l'apprendre par cœur. Donc, sigma x est égal à moins my sur I. Donc, dans le cas ici où j'ai mon y max en valeur absolue, c'est-à-dire la plus grande distance possible entre l'axe neutre et soit ma fibre supérieure ou ma fibre inférieure, on va appeler ça C. Donc, ma contrainte max en valeur absolue, donc que je sois en compression ou en traction, va être égale à M fois C sur I. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que tout ce que je fais, c'est que sur une section qui pourrait être pas symétrique, comme on le voit ici, une section qui est trapézoïdale, je n'aurai pas la même... mon axe neutre ne sera pas nécessairement à mi-hauteur. OK? Donc ici, on voit qu'il est légèrement décalé vers le bas. Donc si je cherche mon C qui est égal à mon Y max, ça va être mon C ici qui est au-dessus de l'axe neutre. Et donc, ma contrainte max, en valeur absolue, va se situer à la partie supérieure ici. Donc, qui va être égale à M fois C sur I, où C, ça va être ma distance entre l'axe neutre et ma fibre supérieure. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir réorganiser ceci, où je peux dire, si j'envoie C au dénominateur, je peux dire que ça, c'est équivalent à M divisé par I sur C. Où I sur C ici, c'est ce qu'on appelle un module de section qu'on va venir écrire comme étant X. Okay? Pourquoi est-ce qu'on vient regrouper I et C ensemble? C'est parce qu'en fait, c'est ces deux quantités-là qui sont liées aux propriétés géométriques de la section. Donc, la section va être définie par une inertie ainsi qu'une distance entre l'axe neutre et la fibre la plus éloignée. Donc, dans un cas comme celui-ci, si on veut venir concevoir une section, on va pouvoir le faire comme on va le voir plus tard, par rapport à S, notre module de section. Avant de voir ça, on va venir revoir plus en détail les
concept d'axe neutre. Comment est-ce qu'on peut calculer la position d'un axe neutre? Comment est-ce qu'on peut calculer l'inertie d'une section transversale? Comment est-ce qu'on peut calculer un module de section? Donc, si on commence à partir des propriétés des sections communes, donc dès qu'on a des sections qui ont des géométries standards, comme par exemple un prisme, un cercle, un tube, un triangle rectangle, triangle quelconque ou un demi-cercle, mais toutes les propriétés comme étant par exemple le centre de gravité ou l'inertie sont déjà calculées pour nous. Donc, on a déjà fait l'exercice de calculer toutes les propriétés. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si on a des sections qui sont assemblées? Bien, on ne peut plus se fier à ce qu'on a ici. Okay? On va devoir voir comment est-ce qu'on peut calculer les propriétés pour des sections qui sont assemblées. Donc, typiquement, ce qu'on va voir souvent, ce sont des sections assemblées, comme par exemple des sections en I ou des sections en T comme celle-ci. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que comment est-ce qu'on peut calculer l'axe neutre? Bien, on sait que pour une section transversale, l'axe neutre va être correspondante à le centre de gravité de cette section-là. Donc, la question à laquelle on doit répondre, c'est comment est-ce qu'on peut calculer notre Y bar, c'est-à-dire le centre de gravité d'une section assemblée. Donc, la première étape, si on veut faire ça, on va devoir définir un système de référence. Donc, où est-ce que vous définissez votre système de référence n'a pas d'importance. Il faut juste être consistant une fois que vous l'avez défini. Donc, moi, ici, je choisis de définir mon Y égale à 0 comme étant la fibre inférieure ici. Donc, le Y égale à 0, c'est par rapport à une distance verticale ici. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir subdiviser notre section transversale en sous-ensembles pour lesquels on a les propriétés géométriques dans les tables comme celle-ci. Donc ici, on peut voir facilement qu'une section en T, c'est en fait deux sections rectangulaires qui sont mises l'une sur l'autre. Donc je vais avoir A1 pour la partie de l'aile supérieure, je vais avoir une section A2 pour la partie d'âme verticale. Donc on divise l'aire totale en sous-aires AI, okay? Pour lesquels on peut facilement calculer le centre de gravité individuel pour A1 et pour A2. Donc, je sais ici que ça va être à la mi-distance pour ma section A2, ça va être à la mi-distance pour A1 plus la largeur de A2. Ensuite, on peut calculer le centre de gravité global comme étant la somme des AI, YI, donc l'aire respective de chacune de mes sous-sections, fois YI, la position de son centre de gravité, divisé par l'aire totale de ma section transversale. Et donc, comme je vous le disais précédemment, bien, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce calcul-là? Parce que le calcul du centre de gravité, en fait, va nous permettre de retrouver quel est l'axe neutre. Parce que l'axe neutre, lorsqu'on est dans le domaine élastique, correspond toujours au centre de gravité d'une section. OK, maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer l'inertie d'une section qui correspond au deuxième moment d'air? Donc, on va venir devoir explicitement, encore une fois, diviser en sous-aires pour lesquels on connaît les propriétés et pour lesquels on connaît la distance entre le centre de gravité de la section et l'axe neutre qu'on vient de calculer précédemment. Donc, on fait cette même subdivision qu'on avait fait précédemment. Ensuite, on calcule le centre de gravité qui va correspondre à l'axe neutre de la section. Ensuite, on va venir calculer l'inertie individuelle de chacune de nos sous-aires. Okay? Donc, je vais calculer l'inertie pour ma section 1, je vais venir calculer l'inertie pour ma sous-section 2. Ensuite, pour calculer l'inertie globale de ma section complète, je peux dire que l'inertie IZ va être la somme des inerties individuelles calculées pour chacune de mes sous-sections, plus l'aire de ces sous-sections, fois la distance DI au carré, c'est-à-dire la distance entre l'axe neutre global de ma section et l'axe neutre ou le centre de gravité de ma sous-section. Donc, chacune de ces distances-là au carré. Donc, si on prend un exemple, j'ai une section en T comme celle-ci. Je peux venir calculer l'inertie de ma section 1, qui est ma section en haut. L'inertie d'une section rectangulaire, vous allez tellement en faire que vous allez le savoir par cœur, c'est toujours la même chose, BH cube sur 12. Donc, B, la largeur, fois H, la hauteur de ma section, au cube, puissance 3, divisé par 12. Toujours la même chose. Donc ici, l'inertie de ma section 1, BH cube sur 12. L'inertie de ma section 2, B, donc B2, H2 au cube sur 12. Parfait. Donc maintenant, mon inertie IZ, ça va être quoi? Ça va être l'inertie I1 calculée, plus A1 fois mon D1 au carré, plus l'inertie I2, plus A2 fois D2 au carré.
Donc, aussi simple que ça. OK, maintenant pour mon module de section. Donc, on avait dit, si on définit C comme étant Y max en valeur absolue, c'est-à-dire la plus grande distance possible entre l'axe neutre est soit la fibre supérieure ou inférieure. Donc, dans le cas ici, mon Y max, ça va être quoi? Ça va être mon C2. Okay? C'est là que j'aurai la plus grande distance, c'est là que j'aurai la plus grande déformation, c'est là que j'aurai la plus grande contrainte. Donc, mon sigma max en valeur absolue, là où j'aurai la plus grande contrainte, soit de traction, soit de compression, c'est le point sur ma section transversale qui est le plus loin de mon axe neutre. Donc, pour définir ça, ça va être MC sur I, ou si je viens réorganiser comme on avait dit, ça va être M sur IC, M sur I sur C, c'est-à-dire mon M sur S, mon module de section. Donc, pour les sections symétriques, j'aurai un seul S. Pour les sections non symétriques, je pourrais avoir deux S. Un pour ma partie en compression, un pour ma partie en traction. Parce qu'il va arriver justement que certains matériaux, notamment par exemple le béton, n'ont pas la même résistance en traction et en compression. OK. Donc, regardons maintenant un petit exemple. Comment est-ce qu'on peut calculer des propriétés de section? Donc, on a ici une section transversale en T. Donc, une section qui est assez trapue, qui est assez grande. Ça va être plutôt une section qui est représentative d'un élément en béton. On veut calculer quel va être mon centre de gravité, de façon à calculer la position de l'axe neutre. On veut calculer mon inertie pour ma section transversale et S, mon module de section. Donc, pour calculer mon centre de gravité, la somme des sous-aires fois la position de leur centre de gravité respectif sur l'aire totale. L'inertie, les inerties individuelles plus les sous-aires fois leur distance entre le centre de gravité global et leur centre de gravité respectif au carré. On fait la somme pour chacune de mes deux sous-aires. Et finalement, je calcule mon module de section comme étant l'inertie sur ma distance maximale, soit de l'axe neutre à la fibre supérieure ou l'axe neutre à la fibre inférieure. OK, donc si on commence par le centre de gravité, sommation des AYI sur A. Donc j'aurai ici, pour ma première sous-aire qui va être par exemple la fibre supérieure, donc je vais avoir ma hauteur qui va être une hauteur de 40 mm, fois ma base, une largeur de 180 mm, fois ici une distance entre mon centre de gravité et ça ici, donc qui va être de... non, pardon. Ici, je définis mon point de référence qui va être mon y égale 0 à la partie supérieure. Okay? Donc, toutes mes distances vont être négatives. Donc, si j'ai y égale 0 à la fibre supérieure, la distance entre mon point de référence y égale 0 et le centre de gravité de ma section 1, ça va être moins 20, parce que j'ai une hauteur ici de 40 mm. Donc, mon aire base 180 fois hauteur 40 fois une distance de moins 20, plus la même chose pour ma deuxième section, qui est ma partie d'âme verticale ici. Donc, je vais avoir une hauteur de 80 mm, une largeur de 60, et j'aurai une distance entre le centre de gravité de cette section rectangulaire, qui est à mi-distance ici. Donc, je vais être à, comme j'ai une hauteur de 80 mm totale, je vais avoir une distance de 40 mm entre le centre de gravité local et la partie supérieure, plus une hauteur de 40 mm, je serai à une distance de moins 80 de mon point de référence y égale 0 sur ma fibre supérieure. Donc, on va faire le même calcul en positionnant ma référence en bas. C'est exactement la même chose. Tant que vous prenez vos distances de façon consistante par rapport à votre référence, ça n'a pas d'importance où est-ce que vous la placez. Divisé par la somme des aires, donc 40 fois 180 plus 80 fois 60. OK? Résultat, moins 44 mm. C'est-à-dire que la position de mon axe neutre, ou de mon centre de gravité global de ma section, se situe à moins 44 mm de mon y égale 0. Donc, je descends de 44 mm, je vais avoir mon centre de gravité correspondant à mon axe neutre. Maintenant, pour trouver mon inertie de ma section transversale, je vais calculer l'inertie pour ma partie 1, c'est-à-dire I1, l'inertie de ma partie 1, base fois hauteur puissance 3 divisé par 12, plus A1, l'air ici, 180 fois 40, fois ma distance D1 au carré, la distance de centre de gravité là, et mon centre de gravité global. Donc ici, je vais avoir base fois hauteur puissance 3 divisé par 12, plus l'aire de section 180 fois 40, fois j'ai une distance ici de 44, moins j'avais une distance de 20 entre mon point de référence et mon centre de gravité. Donc 44 moins 20 puissance 2. Donc ça donne 5,11 fois 10 à la 6. L'unité de l'inertie, ça va être des millimètres puissance 4. OK?
Donc, ici, je fais la même chose pour l'inertie pour mon Z2 qui est ma section inférieure, 8,78 10 à la 6, mm4. L'inertie globale, ça va être IZ1 plus IZ2, qui va me donner ici 13,9 fois 10 à la 6 mm4. OK? Si vous voulez voir à partir de MD solide, comment est-ce que vous pouvez faire ces calculs-là, donc par rapport à MD solide, vous allez ici. Donc, si vous avez MD solide, vous pouvez aller voir dans les propriétés de section. Donc, vous choisissez le type de section qu'on veut. Donc là, ici, on a des sections flange. Donc, on peut avoir un T-shape comme on a ici. Donc, pour une section T-shape, j'avais déjà entré les dimensions. 180 de largeur. On a une épaisseur pour l'aile de 40 mm. Donc, on choisit nos unités ici. On a une hauteur d'arme de 80 mm, largeur de 60. On calcule. On voit dans notre petit tableau qui vient apparaître ici, quelles sont les propriétés de section. Donc là, ici, on n'a pas défini le module élastique, mais on a ici notre centre de gravité par rapport à la fibre inférieure, 76, par rapport à la fibre supérieure, 44, qui correspond à ce qu'on avait calculé. On a l'aire totale de notre section, notre inertie, on a notre module de section. Donc, on a nos propriétés de section qui nous intéressent ici. OK. Donc, si on veut calculer notre module de section, IZ sur C sup, donc l'inertie qu'on vient de calculer précédemment, sur C sup, la distance entre l'axe neutre et la fibre supérieure, donc ici on avait 44 mm, donc 13,9 fois 10 à la 6 mm4, mon inertie sur 44 mm, 3,16 10 à la 5, donc on peut voir ici notre S, module de section, 3,16 fois 10 à la 5, c'est ce qu'on a ici. On peut faire la même chose pour S-inf, mais cette fois-ci en prenant la distance entre le centre de gravité et ma fibre inférieure. Donc, j'ai une hauteur totale de 120 mm moins 44, ça me donne 76 mm. 1,83 fois 10 à la 5. On a bien 1,83 fois 10 à la 5. OK? Donc, ma contrainte max en valeur absolue, ça va être égal à mz sur S max, qui va être ici mon ma contrainte max qui va être ici 1,83 fois 10 à la 5, parce que mon S max, ce n'est pas celle qui a la plus grande valeur, c'est celle qui est le plus loin de l'axe neutre. Donc, on voit ici que ma fibre inférieure est à une distance de 76 mm de l'axe neutre versus mon axe supérieur, où ma fibre supérieure est à 44 mm de l'axe neutre. Donc, là où j'aurai ma contrainte max, ça va être à la fibre inférieure, donc mz sur 1,83 fois 10 à la 5 mm3. OK. Donc, regardons maintenant plus en détail les notions de contrainte dans les éléments fléchis. Comment est-ce qu'on calcule nos contraintes de flexion? On va faire un exemple par rapport à ça et on va venir analyser ensemble qu'est-ce qui vient gouverner l'efficacité des sections fléchies de façon justement à résister au moment fléchissant. Quelle section transversale est-ce que je devrais choisir si je veux maximiser la résistance de ma section transversale pour une même aire de section? Donc, on avait vu ensemble précédemment que la relation entre mon moment appliqué et ma contrainte normale dépend de Y, la position par rapport à mon axe neutre, et IZ, le moment d'inertie de ma section transversale. On a vu également que ma contrainte max va être obtenue soit à la fibre inférieure ou à la fibre supérieure, soit mz fois c sur iz ou mz sur s. Donc, deux formulations équivalentes. Donc, sigma x, rappelez-vous, ça va être mes contraintes longitudinales, dans ce cas-ci de flexion. Mz, ça va être le moment de flexion auquel la section doit résister. Iz, ça va être mon moment d'inertie par rapport à l'axe neutre. Y, ça va être la distance entre l'axe neutre et les fibres pour lesquelles on va calculer notre contrainte sigma x. C, la distance entre l'axe neutre et soit la fibre supérieure ou la fibre inférieure. Et voilà pour ça. Donc maintenant, regardons les moments et les contraintes de flexion. Quelle est la relation entre les deux? Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que par rapport à notre équation qu'on a définie ici, la contrainte générée au droit d'une section transversale est proportionnelle au moment appliqué. Donc, si on a une poutre chargée comme celle-ci par une charge P, donc on a des réactions d'appui de P sur 3, 2P sur 3 ici, qui est dû à un décalage de la force P à 2/3 du point à gauche, j'aurai un diagramme de moment qui est triangulaire comme celui-ci. Okay? Donc, si j'ai une section qui est la même sur toute sa longueur, je vais devoir faire la conception pour le point qui est critique. Mais le point qui est critique ici par rapport à la flexion, c'est quoi? Comme j'ai la même section transversale sur toute la longueur, c'est l'endroit où j'aurai le moment le plus élevé.
Donc ici, c'est de dire, plus le moment est élevé, comme on peut voir ici, on a les contraintes en fonction de la position X, plus le moment est élevé, plus les contraintes vont être élevées. Donc le premier endroit qui va flancher dans cette poutre-là, c'est le point où j'ai le moment max, c'est-à-dire juste sous le point d'application de ma force. Au contraire, lorsqu'on a des poutres qui sont continues soumises à des chargements qui sont plus complexes, dans le cas où j'aurai, par exemple ici, aucun moment, mais ça va être un point qui va être propice pour faire un assemblage. Pourquoi? Parce que si on fait un assemblage, on a besoin de reprendre des forts efforts de flexion. Ça va être un assemblage qui va être habituellement très lourd, très complexe, très coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire quand on a des poutres continues comme celle-ci et on aura besoin de faire des assemblages? On va s'assurer de faire nos assemblages à des endroits où, par rapport au diagramme de moment, on voit que les efforts de flexion sont nuls. Donc, on va pouvoir avoir des assemblages qui sont beaucoup plus simples, qui vont être beaucoup plus économiques. Et ça, c'est parce qu'on sait que les contraintes longitudinales de flexion sont proportionnelles au moment. Donc, pas de moment, pas de contrainte de flexion. Je vais pouvoir avoir des éléments qui sont beaucoup plus petits. OK, donc regardons maintenant, faisons un exemple. On a la même section transversale qu'on avait précédemment, pour laquelle on a calculé l'inertie transversale et la position du centre de gravité. On veut maintenant calculer quelle va être ma contrainte longitudinale pour la fibre supérieure, ma contrainte longitudinale pour ma fibre inférieure, quelle va être la contrainte max, et on va venir vérifier l'équilibre de notre section. Donc, s'assurer que le moment externe de 100 kN va venir être équilibré par mes contraintes internes de part et d'autre de mon axe neutre, c'est-à-dire les contraintes de compression au-dessus de l'axe neutre, de traction en dessous de l'axe neutre. Donc, le plan de résolution pour ceci. Donc, on veut tout d'abord calculer notre contrainte à la fibre supérieure et à la fibre inférieure. On utilise la relation moins mz sur s, mon module de section. Donc, m fois c sur iz. Ensuite, de façon à faire l'équilibre de la section, on va venir calculer la force de compression résultant au-dessus de l'axe neutre, ma force de traction en dessous de l'axe neutre. Donc, rappelez-vous, comme si un élément qui est soumis à un effort de compression, un effort de flexion qui est positif, donc un moment positif, j'aurai la compression au-dessus de l'axe neutre, traction en dessous. Je vais venir calculer la force résultante pour cette compression, force résultante pour cette traction. Venir calculer quel va être mon centre de gravité, mon axe neutre. On va venir calculer quel est le point d'application de cette compression résultante, le point d'application de cette traction résultante, soit au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Ensuite, je vais utiliser ça de façon à faire une sommation des forces en X et une sommation des moments est égale à 0 pour vérifier l'équilibre de ma section. Donc, première étape, ma contrainte égale à moins mz le moment appliqué sur S, mon module de section. Donc ici, mon moment fléchissant, ça va être moins 100 kN/m. Je vais venir transformer ça en Nm, de façon à avoir des unités qui sont consistantes. Donc, je multiplie fois 10 à la 6, fois mon C sup, la distance entre l'axe neutre et ma fibre supérieure. On avait déterminé ensemble, c'était 44 mm, sur mon S, mon module de section qu'on avait calculé précédemment, 13,9 fois 10 à la 6 mm². Donc ça me donne ici une contrainte longitudinale due à mon moment de flexion de 100 kN/m de moins 316,8 mégapascal en compression. Donc ça ici, est-ce que c'est une contrainte qui est importante ou pas? Donc jugez par exemple si on a de l'acier, typiquement de l'acier va avoir une limite élastique entre 300 et 350 mégapascal. Donc là ici, ce serait une force de compression qui est extrêmement élevée. Donc ma contrainte longitudinale à la fibre inférieure, j'ai encore moins mon moment appliqué en Nm fois mon Cinf, la distance entre l'axe neutre et ma fibre inférieure, donc 76 mm, moins 76 mm ici parce que je me retrouve sous l'axe neutre, divisé par mon même module de section, par ma même inertie ici, pardon, ce qui va me donner 547,3 mégapascal en traction. Donc ça ici, gardez en tête, ce 547,3 mégapascal, de façon à venir soumettre cette contrainte sur un matériau, ça va être un matériau qui a une extrêmement grande résistance. Donc un matériau comme un acier de construction ne va pas résister à une telle contrainte de traction. Donc finalement, si on veut regarder ici également à la jonction entre la partie d'arme verticale et la partie d'aile horizontale, donc à 4 mm ici de mon axe neutre, on peut calculer ça comme étant, comme je sais que mon profil de contrainte est linéaire entre l'axe neutre et la fibre supérieure. Fibre supérieure, je vais avoir moins 316 mm.
À l'axe neutre, j'aurai 0. Donc, si je fais un ratio entre 4 mm sur 44 mm, fois mon 316 qui est ma valeur à la fibre supérieure, je vais obtenir la contrainte à 4 mm de l'axe neutre qui va me donner ici 28,8 mégapascales de compression. Donc, moins 28,8 mégapascales. Parfait. Et donc, si on vient représenter ça graphiquement, sur ma même section transversale que j'ai ici, ce qui était représenté aussi, j'ai à la fibre supérieure 316,8 mégapascales de compression. J'ai à ma fibre inférieure 547,3 mégapascales. Et à l'intersection de mon aile et de mon âme, j'ai 28,8 mégapascales. Donc, on voit que c'est un profil linéaire. Donc, j'avais 44 mm de haut ici. Si je fais 4 mm sur 44, c'est la fraction de ce 316 qui se retrouve ici. Donc, la question qu'on avait ici ensuite, c'est de venir vérifier l'équilibre de ma section en termes de traction-compression et en termes de moment. Donc, pour ça, je vais venir trouver quelle est la force de compression résultante ici, quelle est la force de traction résultante ici. Donc, pour faire ça, je vais venir trouver mes forces résultantes et le point d'application de ces forces-là. Donc, mon H1 et mon H2 qui correspondent à mon Y bar C et mon Y bar T. Donc, par rapport à ça, je vais commencer à regarder mes forces de compression. Pour isoler ma force de compression, je vais venir isoler ma partie au-dessus de l'axe neutre qui est représentée ici, que je vais pouvoir venir subdiviser en deux sous-parties. Donc, la partie qui est composée simplement de l'aile supérieure et d'une deuxième partie qui est ma petite partie d'âme qui se retrouve au-dessus de l'axe neutre, qui a une hauteur de 4 mm. Donc, on avait dit par rapport au diagramme qu'on a ici, j'ai ma fibre supérieure moins 316,8 mégapascales, j'ai 0 à l'axe neutre et j'ai moins 28,8 mégapascales. Donc, si on vient regarder ici par rapport au profil simplement pour la partie rectangulaire supérieure, donc mon diagramme de contrainte, si on vient isoler que la partie ici, j'ai une partie qui est trapézoïdale. Donc, j'aurai moins 316,8 et à la partie inférieure ici, j'aurai une petite partie de 28,8. Donc, je vais devoir diviser cette sous-partie-là en un triangle et un rectangle. OK? Donc, par rapport à ça, je vais venir calculer mon C1, qui est la force de compression dans ma partie de mon âme supérieure. Ça va être 180 mm x 40, donc l'aire de ma partie rectangulaire, fois quelle va être la contrainte moyenne sur cette section-là. Donc, ma contrainte moyenne sur cette section-là, ça va être quoi? Ça va être mon 316,8 plus 28,8 mégapascales divisé par 2. Donc, j'ai négatif parce que c'est de la compression. La contrainte moyenne, donc la contrainte moyenne d'un trapèze, 316,8 plus 28,8 divisé par 2. OK? Ça me donne quoi? Ça me donne moins 1244 fois 10 à la 3. Donc, ça, c'est pour la partie qui est ici, mon C1. Si je veux calculer pour mon C2, ça va être quoi? Ça va être la contrainte qui agit sur ma partie rectangulaire d'âme ici. Donc, j'ai une largeur de 60 mm fois une hauteur de 4 mm fois ma contrainte moyenne ici, c'est la petite partie triangulaire ici. Donc, je vais avoir moins 28,8 plus 0 divisé par 2. Donc, je vais avoir moins 28,8 sur 2. Donc, la moyenne de la contrainte qui agit sur mon triangle ici. Donc, ça va me donner moins 3,46 fois 10 à la 3 newton. Donc, ici, moins 1244 kN. Ici, j'ai moins 3,46 kN. Donc, 1 kN, c'est 1000 N. Donc, ma force de compression résultante, ça va être quoi? Ça va être la somme de C1 plus C2. Donc, moins 1244 kN, moins 3,46 kN, ça donne moins 1248 kN. Parfait. Donc, si je veux maintenant trouver quel est le point d'application de chacune de ces forces C1 et C2, donc je sais que C2 ici, c'est simple. La résultante pour une force qui est triangulaire, ça va être aux 2/3 de ma hauteur. Donc, si je fais 2/3 de 4 mm ici, la hauteur totale, ça va me donner 2,67 mm. Donc, la résultante pour la partie ici, C2, ça va être à 2/3 de 4 mm, 2,67 mm. Maintenant, pour mon C1, ça va être quoi? Ça va être 4 mm. Donc, je vais venir faire un décalage par rapport à ma section C2. Et ensuite, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la résultante de ma partie triangulaire ici et ma partie rectangulaire. Donc, comment est-ce que je fais ça? Ça va être 4 mm plus, je vais regarder la résultante de mes forces fois YI
la distance de leurs bras de levier respectifs. Donc, je vais être à la 2/3 de ma hauteur pour mon triangle, je vais être à la mi-hauteur pour ma partie rectangulaire ici. Donc, si je fais ça, je vais avoir 4 mm plus mon 288 mégapascales, qui est la hauteur de ma partie triangulaire ici, fois mon 180 fois 40, la section transversale ici. Donc, contrainte fois R de section, ça va me donner une force, divisé par 2, parce que c'est une section qui est triangulaire ici. Donc ça va me donner ma force résultante, fois un bras de levier d'application, ou plutôt une position d'application, qui est à la 2/3 de la hauteur de ce triangle-là, qui est de 40 mm. Donc 2/3 fois 40. Force fois bras de levier, plus la même chose pour ma partie B, qui est la partie rectangulaire ici. Je vais avoir une contrainte de 28,8 mégapascales, fois une R qui est encore une fois 180 fois 40 mm, fois un point d'application de cette résultante-là, qui est à la mi-hauteur de cette partie rectangulaire, donc 1/2 fois 40 mm. Et ça, je vais venir diviser ça par la somme des forces, donc mon FCA, plus mon FC1A plus FC1B, ce que j'ai ici, FC1A, FC1B, ça me donne une résultante de 29,6 mm. Donc, c'est de dire que la résultante de C1 et C2 agit à 29,6 mm de mon axe neutre. Parfait. Donc maintenant, on a regardé pour la force de traction, donc la résultante pour la partie au-dessus de l'axe neutre. On va maintenant regarder pour la traction, la résultante pour ma partie inférieure. Donc ici, j'ai une charge qui est simplement triangulaire pour une section qui est rectangulaire. Donc, ça va être un calcul qui va être plus simple. Donc, ma charge de traction, ça va être quoi? Ça va être l'aire de section. On avait une largeur ici pour ma base qui est de 60 mm. On a une longueur au-dessus de l'axe neutre qui est de 76. Donc, l'aire ici, c'est 60 fois 76 fois ma contrainte max. On sait qu'à la fibre inférieure, on avait calculé 547,3 mégapascales. Comme c'est une charge répartie triangulaire, on divise par 2, ce qui me donne 1248 fois 10 à la 3 newtons. Donc, 1248 kN. Donc, comme on avait dit ça, on a une charge triangulaire ici, la partie max 547,27 mégapascales. On a une aire de section de 60 fois 76 pour la partie sous l'axe neutre. Donc, base fois hauteur, ça va être l'aire, fois une contrainte de 547 divisé par 2. C'est ce qui va me donner ma force de traction résultante. Parfait. Le point d'application de cette force de traction, comme j'ai une charge ou une contrainte triangulaire, je vais avoir une force triangulaire également. Donc, la résultante de cette application-là, ça va être à quoi? Ça va être à 2/3 de ma hauteur. Comme je suis négatif, moins 2/3 de 76 mm, moins 50,67. Parfait. Donc, je peux utiliser les forces de traction et de compression, ainsi que leur position, de façon à venir faire l'équilibre des forces, ainsi que l'équilibre des moments. Donc, sommation des forces en X doit être égale à 0. Sommation des moments doit également être égale à 0. Donc, si je regarde, sommation des forces en X égale à 0, je vais avoir quoi? La traction plus la compression doivent être égales à 0. Donc, j'ai une force de compression ici qui ajoute de façon négative. On avait vu que la résultante, ça va être moins 1244. Ma force de traction, 1248, pardon. Ma force de traction va être égale à, également, 1248. Donc, moins 1248 kN de compression, moins 1000 de traction, moins 1248 de compression, ça me donne 0. Ma section est bel et bien en équilibre. On voit que la statique est maintenue. Si on fait la même chose, mais cette fois-ci pour l'équilibre des moments, sommation des moments en X est égale à 0, je vais avoir mon 100 kN, qui est le moment externe appliqué sur ma section, moins, je vais avoir toujours une force, donc ma force de compression C1 dans la partie del supérieur, fois un YC1, mon 29,6 mm qu'on avait calculé, moins C2 fois YC2, moins T fois YT, mais tout ça, ça doit être égal à 0. Et on voit ici, par rapport au signe, j'ai ma compression fois un bras de levier qui fait une rotation anti-horaire, j'ai ma traction fois un bras de levier qui fait également une rotation anti-horaire. Donc, chacune des forces de compression et de traction viennent générer une rotation qui est de signe inverse au moment externe. Donc, si on fait le calcul explicitement de calculer tout ça, on va voir qu'on aura bel et bien notre sommation des moments qui est égale à 0. Parfait. J'ai maintenu l'équilibre de ma section. Donc, voilà ce qu'on voulait voir ici. Donc, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on peut venir conceptuellement analyser l'efficacité des sections fléchies. Quel type de section est-ce que je devrais choisir si je veux utiliser de façon efficace la matière des sections transversales?
OK? On avait vu que la relation entre le moment appliqué et la contrainte, c'est sigma x égale à moins m fois y sur iz. Ou l'inertie ici, c'est vraiment la propriété de la section. Il y a à la fois l'inertie et y, la distance, mais c'est surtout l'inertie qui va venir gouverner une section transversale. Donc ici, mon inertie, ça va être quoi? Ça va être l'intégrale de y carré dA, c'est-à-dire pour des sections assemblées, la somme des inerties des sous-sections plus l'aire de chacune des sous-sections fois la distance entre leur centre de gravité respectif et le centre de gravité global de ma section au carré. Donc là, ici, on a une forme arbitraire. Quelle forme de section transversale je devrais utiliser si je veux, pour une même aire donnée, utiliser au maximum la matière que j'ai à disposition? Donc, c'est-à-dire, on veut répondre à la question, quelle forme minimise la contrainte sur le matériau ainsi que la quantité de matériel utilisé? Donc, pour faire ça, on va faire une analyse tout d'abord sur une section prismatique. Donc, j'ai une section rectangulaire de largeur B, de hauteur h. On sait que pour une section rectangulaire comme celle-ci, l'inertie de la section, ça va être BH³ sur 12. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une section comme celle-ci. Je vais faire l'hypothèse qu'on fait une coupe à l'axe neutre. Donc maintenant, je vais avoir deux sous-parties, mais pour lesquelles l'aire globale de la section reste la même. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir éloigner d'une distance plus ou moins grande ces deux sous-sections. Okay? Pour venir regarder comment, si je viens séparer ces deux parties de la matière, en les éloignant l'un de l'autre, je vais venir qu'à modifier mon inertie IZ. Parce que rappelez-vous, l'inertie, c'est l'inertie de chacune de mes deux sous-sections, plus AI, l'aire de chacune de mes sous-sections, qui fait maintenant la moitié de l'aire totale, fois dA au carré. La distance au carré entre le centre de gravité respectif et l'axe neutre global. Donc pour ça, mon inertie ici, comme j'ai deux sous-sections, je peux faire 2 fois B fois la hauteur de chacune de mes sous-sections, c'est-à-dire H sur 2, au cube sur 12. Donc 2 fois, parce que j'ai deux sous-sections maintenant, plus 2 fois, parce que j'ai encore une fois deux sous-sections, la distance entre le centre de gravité et l'axe neutre. Donc ici, je vais avoir D carré fois B fois H sur 2, qui est l'aire AI de chacune de mes sous-sections. Donc si on vient simplifier cette équation-là, ça nous donne BH³ sur 48 plus BHD carré. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que l'inertie de cette section Z2 va toujours être plus grande que l'inertie de cette section Z1, à moins que la distance D soit égale à H sur 4, c'est-à-dire que mes deux blocs soient collés. Donc une fois que les deux blocs sont collés, l'inertie d'une section ou de l'autre est la même. Par contre, dès que je vais venir éloigner ces deux-là, mon inertie va venir augmenter. Donc, par rapport à ça, si on regarde le ratio entre IZ2 pour ma section qui est séparée et IZ1 pour ma section qui est prise entre elles, si on a une distance D de 50 mm, mes deux blocs sont collés. Les deux ont une inertie équivalente. Par contre, au fur et à mesure que je vais augmenter, si les deux blocs sont séparés ou j'ai une distance D ici de D égale à H sur 2, donc 100 mm, j'ai un facteur 3 par rapport à l'inertie de ma section séparée versus ma section qui est unifiée. Si j'ai une distance D égale à H, je vais venir avoir maintenant un facteur 12. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'aurai des contraintes qui sont 12 fois moins élevées. Pas également, mais j'ai des contraintes qui sont beaucoup moins élevées parce qu'il y a aussi les contraintes en fonction de I et Y, mais j'ai des contraintes qui sont beaucoup moins élevées dans la section ici qui est séparée que dans la section pleine. Et ça explique pourquoi vous voyez très souvent des sections en I comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut éloigner le plus possible la matière de l'axe neutre. Okay? Parce que c'est comme ça qu'on va venir pouvoir, pour une même quantité de matière, supporter de très grands efforts de flexion, de très grands moments de flexion qui causent de petites contraintes axiales. Donc, on a une partie d'âme qui vient soutenir nos deux ailes, qui, elles, sont le plus éloignées possible. Donc, on peut faire ça de manière unifiée directement par procédé de roulage de nos sections transversales, ou dans le cas de pièces qui ont des dimensions trop importantes pour être fabriquées de façon en étant roulées, on peut venir assembler des plaques qui sont plates par soudure, ou dans des pièces comme par exemple des pièces en bois, on peut venir assembler des pièces de bois de façon à venir justement maximiser la matière dans les fibres supérieures et inférieures.
Donc, gardez en tête, lorsque vous voulez avoir un élément qui est soumis à de la flexion, vous voulez avoir une grande inertie. Pour avoir une grande inertie, vous voulez éloigner la matière de l'axe neutre. Donc, regardons maintenant un peu plus en détail comment est-ce qu'on peut justement faire la conception d'éléments soumis à des charges de flexion. Donc, on va regarder un premier exemple, comment est-ce qu'on peut calculer une charge admissible de façon à satisfaire une capacité de matériau et une géométrie donnée. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on doit choisir une section transversale de façon à être capable de respecter une limite élastique des matériaux et un moment fléchissant donné que l'on veut supporter. Et donc, on va voir ça finalement avec un exemple, comment est-ce qu'on choisit une section. Donc, premier exemple, voyons comment est-ce qu'on peut calculer la charge admissible P au bout de ce porte-à-faux qui a une longueur de 0,9 m. Si on dit que la valeur absolue de ma contrainte admissible, donc la contrainte max soit de compression ou de traction, doit être plus petite ou égale à 140 MPa. Et pour lequel la section transversale de ce porte-à-faux va être une section en T assemblée, pas en T mais en I assemblée comme celle-ci, qui a la géométrie donnée ici. Donc par rapport à ça, on peut calculer, donc là je ne vais pas le faire en long avec vous, mais on a vu ensemble comment faire ça, calculer notre axe neutre, le centre de gravité, qui est égal ici à mon Cinf, qui est égal à 70,5 MPa. Donc la distance entre mon point de référence 0 et l'axe neutre, ça ici, ça va être mon 70,5 mm. L'inertie de ma section transversale, ça va être égal à 72,8 fois 10 à la 5 mm². Donc ici, mon Cinf, ça va être la distance entre l'axe neutre et le point le plus éloigné. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de trouver la contrainte maximale, peu importe son signe. Donc je sais que la contrainte maximale va survenir au point qui est le plus éloigné de mon axe neutre. Donc je sais que le moment ici que je vais devoir supporter doit être plus petit ou égal à sigma fois IZ sur mon Cinf que j'ai trouvé ici. Donc, le moment, c'est quoi? Le moment à l'encastrement, c'est là que j'aurai mon moment max, parce qu'on sait que la contrainte max va agir sur la structure où j'ai le moment le plus élevé. Dans une structure comme celle-ci, mon diagramme de moment va être triangulaire, va être maximal au niveau de l'appui. Donc, mon moment va être de 0,9 fois P, qui va être plus petit que ma contrainte admissible 140 MPa sur IZ sur Cinf. Donc, ici, on peut dire que ma charge P, qui est admissible, doit être plus petit que 16 100 Newton, donc 16,1 kN. Et petite note, si vous voulez venir calculer les propriétés de section, vous pouvez le faire manuellement, ou si vous voulez venir dans MD Solid, vous allez avec une section flange, general flange, et vous allez venir entrer ici pour une section qui est comme ça, pas nécessairement symétrique, les dimensions pour chacune des propriétés. OK. Donc, maintenant, si on veut regarder, si on nous donne quel est le moment appliqué et quelle est la contrainte admissible, comment est-ce que je choisis une section transversale? OK? Donc, pour ça, on peut donner la relation que ma contrainte max en valeur absolue, ça va être mz, le moment appliqué, sur S, mon module de section. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si mon M est donné, donc je sais par rapport à mon diagramme de moment quels vont être les efforts internes auxquels ma section est soumise, et je connais la limite élastique de mon matériau, ce que je vais devoir faire, c'est choisir une section pour laquelle son module de section est plus grand que mon ratio ici. Donc, si on met ça en pratique, on a par exemple une poutre ici qui est soumise à plusieurs charges ponctuelles. Donc, une charge de 40 kN, 40 kN et 10 kN. Donc, si on calcule les réactions d'appui par équilibre, sommation des forces en Y, sommation des moments, je pourrais trouver que ma réaction verticale à l'appui de gauche, 55 kN vers le haut, mon appui de droit, 35 kN vers le haut. Donc, par rapport à ça, rapidement, on peut intuitivement tracer mon diagramme d'effort tranchant. Donc, ici, on sait qu'on part à 0, on a une charge de 40 kN, donc j'aurai un effort tranchant ici de 40 kN. Je n'ai pas de charge entre ces deux points, donc j'aurai un effort tranchant qui est constant. Ici, j'aurai un saut vers le haut de 55 kN. Je pars de moins 40, je vais à plus 15, un saut de 55. J'ai rien entre le premier appui et ma charge ponctuelle de 40, donc j'ai un effort tranchant qui est constant. Ici, j'ai un saut de moins 40, donc je pars de plus 15, moins 40, ça m'amène à moins 25. J'ai rien entre le point d'application de la charge et mon deuxième appui, donc je suis constant. J'ai un saut de 35 kN, je pars de moins 25, je vais aller jusqu'à plus 10, mon saut de 35. J'ai rien entre mon second appui et l'extrémité,
Donc, je suis constant. Ici, je passe de plus 10, je viens rétablir mon effort externe de 10, je retombe bien à 0. Donc, voilà comment on peut rapidement tracer un diagramme d'effort tranchant, comme on l'a vu dans le module 5. Donc, maintenant, pour le diagramme de moment fléchissant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bord libre, donc je sais que j'aurai aucun moment fléchissant. J'ai un bord libre, je sais que j'aurai aucun moment fléchissant. Donc, j'ai les moments fléchissants de part et d'autre de mon diagramme. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai au droit de l'appui ici? J'aurai un 40 kN qui agit avec une distance de 1,3 m. Donc, une rotation ici qui va être dans la direction anti-horaire. Donc, il va venir me générer ici une rotation en termes de moment interne qui est comme ceci. Okay? Donc, j'aurai une fibre supérieure qui est tendue, une fibre inférieure qui est comprimée. Donc, j'aurai bel et bien du moment qui est négatif. Donc, ici, je vais avoir moins 12 kN, qui est le résultat de 40 kN fois un bras de levier de 0,3 m. Mon moins 9 kN, c'est quoi? J'ai encore une fois du moment négatif, c'est-à-dire la fibre supérieure qui est tendue, ma fibre inférieure qui est comprimée. Donc, moment négatif ici, qui est 10 kN fois 0,9 m. OK. Comment est-ce que je calcule mon moment ici? Ça va être, en fait, si je fais un diagramme de corps libre et je garde, par exemple, la partie de droite, j'aurai mon moment interne qui doit être 35 kN fois 0,6 m moins 10 kN fois 1,5 m. Ça va me donner mon 6 kN ici. Donc, comme j'avais des segments qui étaient constants ici, si j'intègre un segment qui est constant, parce que rappelez-vous, le moment, c'est l'intégrale de l'effort tranchant. Donc, j'intègre quelque chose qui est constant, ça va me donner quelque chose de linéaire. Donc, je peux relier mes points. J'avais 0, je relie, je relie, je relie, je relie. Tout est linéaire parce que tout est constant dans mon diagramme d'effort tranchant. OK? Donc, ça, c'est ce qui nous permet explicitement, à partir des charges données, de venir définir sur ma position longitudinale quelle va être ma section critique. Donc, ma section critique ici, ça va être la section pour laquelle j'aurai le plus grand moment, positif ou négatif. Donc, dans le cas ici, ça va me donner moins 12 kN. Ça va être ma section critique. Okay? Ça va être la section à laquelle ma poutre va être la plus sollicitée. Donc, ce qu'on veut trouver, c'est quel va être S, mon module de section, qui va me permettre de dire que pour une charge ou pour une contrainte admissible de 200 MPa et pour un moment appliqué de moins 12 kN, quelle devrait être la section en I la plus économique, c'est-à-dire la plus légère. Donc, je peux dire pour ça, en réorganisant S va être égal à mon moment fléchissant en valeur absolue, donc mon 12 kN sur ma contrainte admissible, je vais pouvoir venir sélectionner la section nécessaire. Donc, si j'ai un moment fléchissant de 12 fois 10 à la 6 Nm, parce que j'avais ici des kN, divisé par ma contrainte admissible de 200 MPa. Donc, c'est-à-dire que mon module de section pour ce que je vais choisir, ça va être de 60 fois 10 à la 3 mm3. Donc, si on dit ici, OK, on veut choisir, par exemple, une poutre en I, je vais aller dans les tables qui sont disponibles dans les codes de construction ou, par exemple, vous en avez une également dans le manuel Craig. Vous allez avoir une table comme celle-ci qui vous dit que pour une section en I donnée, standard, quelle va être la section à utiliser. Donc là, on a calculé qu'on va avoir un module de section qui est plus grand ou égal à 60 fois 10 à la 3 mm3. Donc ici, je vais aller rechercher dans ma table, j'ai une flexion autour de l'axe Z. OK? Donc j'ai une flexion autour de l'axe des Z. Je veux trouver mon SZ, qui est fois 10 à la 3 mm3. Je cherche la section la plus légère qui va venir ici avoir un S plus grand que 60 ici. Donc j'ai ici mon S100 qui est à 50, j'ai mon S130 qui est à 80. Okay? Donc, le plus près qui est supérieur à ce 60, ça va être mon S130 fois 15 ici. Comment est-ce que je sais que c'est la plus légère? On regarde ici l'aire transversale, c'est que plus je vais haut dans ma table, plus l'aire de section est élevée. Donc, je cherche la ligne la plus basse ici qui satisfait mon critère, c'est bel et bien mon S130 fois 15. Donc, ça, ce serait la section que je viendrais choisir de façon à venir résister à mon effort de 12 kN pour un matériau qui va venir être soumis à une contrainte normale max de 200 MPa. OK. Donc, tout ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un matériau qui est linéaire et élastique. On va regarder maintenant qu'est-ce qui vient se passer lorsqu'on dépasse cette limite élastique. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines fibres de notre section transversale qui vont venir
plastifier. Donc, on va venir revoir en détail la notion de comportement élastique. On va voir ensuite le comportement élastoplastique. Donc, un comportement intermédiaire entre la plastification complète de notre section et le domaine élastique. Et finalement, on va regarder le comportement plastique. Qu'est-ce qui se passe lorsque toute notre section est venue plastifier? Et ça, on va venir explorer ça à travers la relation moment-courbure. Donc, en fonction du moment appliqué, quelle va être la courbure de ma section? Donc, ce qu'on avait vu, rappelez-vous précédemment, notre relation moment-courbure, lorsqu'on a notre matériau qui est élastique, si je double le moment, je viens doubler la courbure. J'aurai une relation qui est linéaire. Et ce qu'on va voir, c'est que ça, c'est plus vrai lorsqu'on vient plastifier certaines fibres. Donc, quand j'ai plastifié certaines fibres, c'est quoi? C'est de dire que la déformation résultante de l'application de notre moment est telle qu'on vient dépasser la limite élastique du matériau. Donc, le matériau ne pourra pas prendre de charge supplémentaire due à l'application de notre moment. Et on va mettre ça en pratique à travers un exemple. OK. Donc, regardons tout d'abord le comportement élastoplastique de poutres en acier. Ça va avoir l'air de quoi? Ça va avoir l'air de quelque chose comme ceci. Donc, ici, on a la relation entre sigma, la contrainte dans le matériau, et epsilon, la déformation. Donc, le comportement idéalisé qu'on va utiliser, c'est un comportement élastoplastique comme celui-ci. Donc, on va étudier ça pour une poutre qui est rectangulaire, largeur B, hauteur H. Donc, c'est de dire, dans la partie linéaire, c'est-à-dire avant l'atteinte de la limite élastique, on a une relation où, pour un incrément de une déformation, on a un incrément de E, donc mon module de Young, contraint. Okay? Lorsqu'on dépasse ma limite élastique, j'aurai mon plateau plastique. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans mon plateau plastique? C'est même si j'augmente ma déformation, je n'aurai pas augmentation de la contrainte. Donc, si je n'augmente pas augmentation de la contrainte, je n'aurai pas de force supplémentaire qui vont être générées. Parce que rappelez-vous, sigma est égal à F sur A, où ma force est égale à ma contrainte fois l'air. Donc, même si j'augmente la déformation passée ma limite élastique, je n'aurai pas de forces supplémentaires qui peuvent être soutenues. Et comme j'ai de l'acier ici, j'aurai le même comportement en traction dans ma partie positive qu'en compression dans ma partie négative. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma partie ou dans mon domaine élastique? C'est-à-dire, lorsque sigma x, ma contrainte normale, est plus petite que sigma y, ma limite élastique. Donc, j'ai, comme on le disait précédemment, une section rectangulaire, largeur B, hauteur H, et tant que ma contrainte à ma fibre supérieure ou inférieure, donc c'est la même parce que j'ai une section qui est symétrique, est plus petite que sigma y. Okay? Tout reste élastique et j'ai mon profil de contrainte qui est linéaire comme celui-ci. Et à ma limite élastique, donc lorsque je dis que ma fibre supérieure et ma fibre inférieure, la contrainte va être égale à sigma y, ma limite élastique, mon sigma x max, ça va être m fois c sur iz, qui va être égal à sigma y, ma limite élastique. Donc ici, mon c, c'est égal à quoi? Comme j'ai une section rectangulaire, la distance entre l'axe neutre et la fibre supérieure ou inférieure, ça va être h sur 2. Et l'inertie d'une section rectangulaire, on l'a vu, bh cube sur 12. Donc si je viens simplifier ceci, je peux dire que mon moment élastique, donc le moment où ma première fibre supérieure ou inférieure vient plastifier, pour ma section rectangulaire ici, si je viens réorganiser ces termes-là, ça va être my est égal à bh carré sur 6 fois sigma y, ma limite élastique. Okay? Ça, c'est le moment my, mon moment élastique. Le moment que je peux appliquer sur ma section transversale pour que ma première fibre inférieure ou supérieure vienne plastifier. Okay? Et ça ici, on peut venir reformuler ça comme étant sigma y fois S, mon module de section. Ça, c'était pour mon comportement élastique. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le domaine élastoplastique? Donc, si je viens dépasser ma limite élastique, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde sur le graphique de gauche, j'ai mon diagramme qui représente en fonction, pour un moment appliqué, quel va être mon profil de déformation, qui est triangulaire, et qu'est-ce qui va être ici mon profil de contrainte, qui est maintenant tronqué. Okay? Parce que rappelez-vous, dans le diagramme qu'on avait vu ici, même si j'augmente mes déformations, je ne vais plus augmenter mes contraintes. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, si j'augmente mon moment passé ma limite élastique, j'aurai encore un profil de déformation qui est linéaire, mais cependant, j'aurai ici une coupure
dans ma contrainte, qui celle-ci ne peut pas dépasser ma limite élastique. Même si ma déformation augmente, ma contrainte n'augmente plus. OK? Et on va venir définir ici la quantité R, qui est la distance entre l'axe neutre et la section pour laquelle j'ai de la plastification. Donc, on l'a de façon symétrique au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est qu'on peut exprimer notre contrainte de façon par deux équations. Une première équation qui est définie entre 0 et R, et une deuxième équation entre R et H sur 2. Okay? Et c'est symétrique de part et d'autre de ma poutre. Donc, on peut dire que ma contrainte a un profil qui est linéaire, donc Y sur R fois sigma Y. Donc, pour R est égal à 0, j'ai une contrainte de 0 sur R fois sigma Y, ça veut dire à 0. Pour R est égal à R, donc R sur R, ça fait 1, j'ai sigma Y. Donc, ça, c'est simplement une équation de cette droite ici. Pour la position entre 0, mon axe neutre, et R, le point où ma section plastifie. Ensuite, si mon R dépasse ici ou si mon Y dépasse mon R, ma limite où j'ai ma plastification, ma contrainte sigma Y est constante. OK? Donc maintenant, si on veut regarder quelle est la relation entre le moment et la contrainte, mais cette fois-ci dans le domaine élastoplastique, on peut dire que M va être égal à B, la largeur de ma poutre rectangulaire, fois l'intégrale de sigma fois Y dy. Donc ici, ça va être quoi? Ça va être en gros l'intégrale des éléments d'air dA fois une contrainte, ça me donne une force, fois un bras de levier Y. Okay? Donc, contrainte fois R, ça me donne une force, force fois bras de levier, ça me donne un moment. Okay? C'est ce que j'essaie de trouver ici. Donc, comme ma section est symétrique de part et d'autre, je peux remplacer, plutôt que faire l'intégrale de moins h sur 2 à plus h sur 2, je peux faire deux fois l'intégrale de 0 à h sur 2. Donc, je vais avoir 2b, l'intégrale de 0 à h sur 2 de sigma x fois y dy. Donc, si je viens faire ça, je peux venir décomposer cette intégrale-là en une partie pour mon profil linéaire et une partie pour mon profil constant. Donc, mon profil linéaire de 0 à R, mon profil constant de R à h sur 2. Si je viens évaluer ces intégrales-là, je tiens le terme qui est ici. Si je viens évaluer pour les bornes de 0 à R de R à H sur 2, ça me donne l'équation qui est ici, qui peut être simplifiée en l'équation ci-dessous, c'est-à-dire, et que je peux davantage simplifier en 3 demi MY, 1 moins 4 tiers de R sur H au carré. Okay? Donc ça ici, ça me donne le moment, qui est exprimé en fonction du moment élastique et qui est fonction de R, la position où j'ai mon front de plastification, sur R, la hauteur de section. Donc ça ici, c'est pour dire quel va être le moment en fonction du moment élastique et de mon front de plastification. Si maintenant je considère qu'est-ce qui arrive lorsque mon R est égal à 0, c'est-à-dire que toute ma fibre supérieure va y avoir plastifié, toutes mes fibres inférieures vont avoir plastifié également. Donc, pour R égale à 0, j'ai ce qu'on définit comme étant mon moment plastique. Donc, mon moment plastique, c'est quoi? J'évalue mon moment élastoplastique pour lequel on avait défini l'équation précédemment, mais je vais venir le définir pour un R est égal à 0. Donc, rappelez-vous, pour mon R est égal à 0, c'est comme si je prends mon R, je le mets à 0, toute ma fibre supérieure va venir plastifier, toute ma fibre inférieure va venir plastifier également. Donc, si je mets R égale à 0, la partie ici s'en va, j'ai simplement mon sigma Y fois BH carré sur 4. Donc, ça, c'est égal à sigma Y fois Z. Où Z, c'est quoi? Ça va être mon module plastique de sélection. OK? Et ça, mon MP, c'est mon moment plastique, c'est-à-dire c'est le moment ultime qu'une section peut supporter. Okay? Mon moment élastique MY, c'était quel est le moment que je peux appliquer avant que la première fibre plastifie. Mon MP, c'est le moment maximal que je peux mettre avant que la poutre vienne se déformer comme si c'était de la mousse. Okay? Il n'y a plus de moments supplémentaires qui peuvent être mis sans engendrer des rotations qui sont illimitées. Donc, au moment où j'ai l'atteinte de ce moment plastique, toutes les fibres supérieures sont plastifiées, toutes les fibres inférieures sont plastifiées également. Donc, si on explore ça davantage en regardant la relation moment-courbure, donc la relation entre le moment appliqué et la courbure de ma poutre,
Donc, si on regarde ma section transversale, j'aurai un diagramme ici, le premier, pour le domaine élastique. Donc, j'ai une contrainte soit au niveau de la fibre supérieure ou inférieure qui est plus petite que ma limite élastique. Ça, c'est mon domaine élastique. Donc, tant que je suis dans mon domaine élastique, comme représenté sur mon diagramme ici, j'ai sur l'axe horizontal la courbure kappa et sur l'axe vertical le moment. Okay? Donc, tant que mon moment dépasse est en deçà de my, la relation entre mon moment et ma courbure est linéaire. Okay? C'est-à-dire, je double mon moment, je double ma courbure. Je divise mon moment par 2, je divise par 2 ma courbure. Une fois que je dépasse ça, c'est-à-dire ici, dans le cas de cette section en T, j'ai une plus grande distance entre l'axe neutre et ma fibre inférieure qu'entre l'axe neutre et ma fibre supérieure. Donc, ma première fibre qui va plastifier, ça va être ma fibre inférieure. Donc, dès que cette première fibre plastifie, j'aurai une diminution de cette relation. Okay? J'aurai plus la même rigidité flexionnelle, j'aurai plus le même taux de changement entre l'application de moment et la courbure. Donc, pour un même incrément de moment, j'aurai un plus grand incrément maintenant dans ma courbure. Pourquoi? Parce que je vais venir diminuer la rigidité de ma section. Pourquoi? Parce que pour toutes les fibres qui vont plastifier, l'augmentation de la déformation ne va pas engendrer une augmentation de la contrainte. Si je n'augmente pas la contrainte, je n'augmente pas la force qui va être reprise. Donc, au moment où j'atteins ce my, c'est ce qui est donné ici, la fibre inférieure ici, qui est plus loin de l'axe neutre, va venir qu'à plastifier. Okay? Donc, ici, on voit l'axe neutre élastique qui se situe ici au centre de gravité de ma section et qui est encore ici exactement au même point d'application lorsque j'ai atteint de ma limite élastique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je dépasse ma limite élastique, j'aurai un comportement élastoplastique, c'est-à-dire que j'aurai certaines fibres ici qui auront plastifié. On va commencer à avoir la plastification dans la fibre inférieure parce que celle-ci est plus éloignée de l'axe neutre, comme je le disais, que la fibre supérieure. Donc, dans ce comportement élastoplastique, comme il n'y a plus d'augmentation ici des contraintes dans la fibre inférieure, j'aurai une rigidité apparente qui va venir diminuer. C'est-à-dire que pour une augmentation de mon moment, j'aurai une plus grande augmentation de ma courbure que ce que j'avais dans la partie élastique. Et ce qu'on peut voir également ici, c'est assez subtil dans le diagramme, mais au fur et à mesure où je vais venir plastifier certaines fibres, je vais venir avoir, de façon à maintenir l'équilibre, un déplacement de mon axe neutre. Donc, au fur et à mesure où je vais plastifier, je vais venir déplacer vers le haut mon axe neutre de façon à venir maintenir mon équilibre. Donc, dans le cas ici, si on va dans le cas extrême où on a notre moment plastique, où tout est plastifié, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon axe neutre plastique qui va s'être déplacé vers le haut par rapport à mon axe neutre élastique que j'avais ici. Donc, pourquoi? De façon à venir maintenir l'équilibre des forces, je dois venir modifier la position d'application de l'axe neutre. Donc, on voit ici que dans le cas ultime, j'aurai ici mon moment plastique qui va être égal à 3,5, donc 1,5 my. Okay? Donc, ça, c'est pour une section qui est en T ici. Donc, ce que je peux voir avec mon coefficient de forme F, ça va être MP sur my qui va être égal à Z sur S. Ce coefficient de forme va me donner quoi? Va me donner le ratio entre la capacité en termes de moment que je peux appliquer avant d'atteindre la limite ultime de ma section transversale, divisé par le moment que je peux appliquer avant d'atteindre la limite élastique. Okay? Donc, lorsque j'atteins my, j'ai ma première fibre qui plastifie. Lorsque j'atteins mp, je vais avoir défaillance. Okay? Ma pièce va complètement se déformer comme si c'était de la mousse. Okay? Je n'aurai plus aucune augmentation de moment appliqué pour une augmentation de rotation. Et donc ça nous renseigne sur justement la différence entre l'atteinte de la capacité ultime versus l'atteinte de la capacité élastique. OK. Donc, dans le cas général, si on regarde plus en détail, comment est ce calcul de la position de l'axe neutre plastique? Okay? Parce que ce qu'on avait dit, c'est que dès qu'on dépasse la limite élastique, on aura un déplacement de l'axe neutre de façon à maintenir l'équilibre des forces sur notre section. Donc, si on regarde ici où R est égal à 0 dans le domaine complètement plastique, comment est-ce qu'on peut trouver la position de cet axe neutre plastique? Donc, pour trouver la position de cet axe neutre plastique, c'est la position où j'aurai équilibre des forces de compression
et de traction. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver cette position-là verticale où j'aurai les mêmes forces de compression et de traction? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est complètement plastifié, ma contrainte va être égale en tout point sur ma section. Okay? On aura partout atteint la limite élastique. Donc, mon sigma x en fonction d'une position y verticale et une position z transversale va être en tout point égal à sigma y, ma limite élastique. Donc, c'est de dire que si je veux calculer la force résultante, la force sigma, ou plutôt ma contrainte sigma, est égale à F sur A. Donc, ma force résultante, c'est sigma, qui va être égal à ici sigma y, fois l'air. Donc, si je veux avoir une force égale en compression et en traction, compte tenu qu'ils ont la même, en traction et en compression, la même contrainte, je devrais avoir les mêmes airs en compression et en traction. Donc, si je veux trouver la position de ma limite, mon axe neutre plastique, c'est simplement de trouver la position de telle sorte que j'ai le même air en compression qu'en traction. Donc, même air au-dessus de l'axe neutre plastique qu'en dessous de l'axe neutre plastique. Donc, l'air en compression doit être égal à l'air en traction, qui est égal à la moitié de l'air. Donc, la position de cet axe neutre plastique, c'est la position qui s'assure que j'ai le même air au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc, mon moment plastique, ça va être quoi? Ça va être sigma fois A, donc la force ici, divisé par 2 fois dc, la distance entre l'axe neutre plastique et ma résultante pour ma compression, plus sigma y fois A, qui me donne la force en traction, divisé par 2, parce que j'ai A sur 2 en traction, fois dt, la distance entre l'axe neutre plastique et la résultante de cette force de traction. Donc, si on vient combiner ça, ça me donne sigma y fois A sur 2 fois dc plus dt. Et ça, ici, c'est égal à sigma y fois z. Donc, mon moment plastique, c'est sigma y fois mon module plastique de section. Donc, on va mettre ça en pratique. Ce qu'on veut faire, c'est que pour une section en T comme celle-ci, on veut calculer tout d'abord quel va être mon moment élastique. On se rappelle, c'est le moment auquel peut être soumise cette section transversale pour que ma première fibre plastifie. Donc, rapidement, quelle fibre on va plastifier en premier? C'est celle qui est le plus loin de l'axe neutre. Donc, mon axe neutre correspond à mon centre de gravité ici. Ça veut dire que ma fibre inférieure va plastifier avant parce qu'elle est plus loin que ma fibre supérieure de mon axe neutre. Parfait. Donc, une fois que j'aurai déterminé ça, on va déterminer la position de l'axe neutre plastique. Donc, rappelez-vous, position de l'axe neutre plastique, on doit trouver la position de telle sorte que l'air au-dessus de l'axe neutre plastique est égal à l'air en dessous de l'axe neutre plastique. Ensuite, on va trouver notre moment plastique en faisant sigma fois z. Et on veut trouver notre facteur de forme, le ratio entre mon moment plastique et mon moment élastique. Et ici, on dit que mon sigma y, ma limite élastique, va être en système impérial 40 KSI. Donc, plan de résolution, on va utiliser la relation MY, mon moment élastique va être sigma y fois IZ sur C, la distance max entre l'axe neutre et ma fibre la plus éloignée. Ensuite, on va venir calculer la force de compression et de traction au moment d'application de mon moment plastique et trouver la position d'application de cet axe neutre plastique. Ensuite, on va trouver notre moment plastique par équilibre des forces et on va trouver notre facteur de forme. Donc, première chose, on utilise la relation MY égale à sigma Y fois IZ sur C. Donc, mon MY, ça va être ma contrainte admissible 40 K ici, fois mon inertie IZ qui est donnée de 33,3 pouces 4, sur mon Cinf, la distance entre l'axe neutre, qui correspond au centre de gravité, et ma fibre inférieure, distance de 4 pouces. Donc, si je calcule ça, 333 kips pouces. Ça, c'est mon moment élastique, c'est-à-dire le moment que je peux appliquer sur cette section en T, avant d'avoir ma première fibre, dans le cas ici la fibre inférieure, qui va venir atteindre la limite élastique. OK. Deuxième étape, on va venir trouver quelles sont nos forces de compression, nos forces de traction et la position de notre axe neutre plastique au moment où toutes nos fibres ont plastifié. Donc, rappelez-vous, comme on l'avait dit précédemment, notre moment plastique, ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on a atteint ce moment plastique-là, en tout point par rapport à ma distance Y ou ma coordonnée Z, j'aurai la même contrainte normale, c'est-à-dire qui est égale à sigma Y, qui est égale à 40 KSI. Donc, si je fais une sommation des forces en X qui doit être égale à 0 sur ma section, je vais avoir ma force de traction en dessous de l'axe neutre plus ma force de compression au-dessus de l'axe neutre qui doit être égale à 0. Donc ça nous permet de dire que la traction doit être égale à moins la compression. Donc, ma force de traction, ça va être quoi? Ça va être l'air soumis à une contrainte de traction, fois sigma Y,
qui est égal à l'air soumis à la compression fois sigma y. Donc ça me permet de dire quoi? Exactement comme on l'avait vu précédemment. L'air en traction, au niveau du moment où tout a plastifié, doit être égal à l'air en compression, qui va être égal à l'air total divisé par 2. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le point d'application, ou plutôt la position de mon axe neutre plastique, doit être situé à l'endroit où j'ai la même aire au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc dans le cas ici, c'est quoi? J'ai une largeur de section de 5 pouces, j'ai une hauteur de 5 pouces. Donc ici, j'ai 5 pouces carrés dans l'aile, j'ai une hauteur d'arme de 5 pouces, une largeur de 5 pouces, donc j'ai ici également 5 pouces dans l'arme. Donc mon axe neutre plastique va correspondre exactement à l'intersection de la partie verticale et horizontale. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est l'est parce que j'aurai le même air en dessous et au-dessus de l'axe neutre. OK. Donc, si je regarde maintenant par rapport à ça, bien, comme je vous le disais, on a le même air au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc, ce qui me dit que j'ai un DC, une distance entre l'axe neutre plastique et le centre de gravité de ma partie comprimée, qui est égale à 0,5 pouces. Donc, où C, ça va être la résultante de ma force de compression dans la partie supérieure à l'axe neutre plastique. Et j'ai un DT, une distance entre l'axe neutre plastique et la résultante de traction dans mon norme, qui est égale à 2,5 pouces, donc la moitié de ma hauteur ici. Parfait. Et j'ai un profil de contraint qui est uniforme au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc, négatif au-dessus de l'axe neutre en compression, positif en traction. Donc maintenant, si je fais l'équilibre des forces résultantes de la multiplication de ces contraintes fois une aire de section transversale, j'aurai mon moment plastique qui va être égal à sigma y, donc ma contrainte qui est uniforme sur toute ma partie en compression, fois A sur 2, donc parce que j'ai la même aire en compression qu'en traction, fois DC, donc si j'ai ici une contrainte fois une aire, ça me fait une force fois une morale de levier, ça me fait un moment, qui est ici positif, plus la même chose en traction, donc sigma y, ma profil de contrainte qui est uniforme, fois une aire, l'air sur 2, j'ai la même aire en traction qu'en compression, fois dt, la distance entre l'axe neutre plastique et la résultante de ma force de traction. Donc la somme des deux me donne un moment plastique qui va être égal à 600 kips inch. Donc on a une réaction ici pour ma force en compression qui va dans le sens anti-horaire, on a une réaction ici qui va vers la droite dans le sens anti-horaire également. Je somme les deux, 600 kips inch. Ça va être le moment pour que mon moment MP pour que toutes les fibres sur ma section viennent à plastifier. Donc ça, c'est le moment ultime que je peux appliquer sur ma section transversale avant que celle-ci subisse des rotations sans augmentation de mon moment. Donc finalement, mon facteur de forme, qui vient me renseigner par rapport au ratio entre mon moment plastique et mon moment élastique, ça va être le ratio de ce 600 kips inch sur le 333 kips inch que j'avais calculé précédemment, ça me donne 1,8. Donc, voilà pour ceci. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans le module 6A, où on a étudié ensemble, justement, le calcul des efforts, ou plutôt des contraintes normales dues à des efforts de flexion dans les poutres. Donc, le but, c'est de justement calculer ces contraintes normales de flexion dues à l'application d'un moment fléchissant. Et ce qu'on a vu dans le contexte du cours ici, c'est comment est-ce qu'on peut calculer ça pour des cas de flexion pure. Donc, des cas où on n'a pas de cisaillement, on n'a pas d'effort axial. On a simplement le même moment de part et d'autre d'une section. Le cas où on a la flexion ordinaire, on va venir le voir dans le module 6B. Donc, on a vu ici, on avait le même moment de part et d'autre de notre section. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'application de ce moment-là va venir générer de la courbure dans notre membre. La courbure, c'est quoi? C'est le changement d'angle entre deux plans qui sont séparés d'une longueur unitaire. Et on a vu que par définition, notre courbure est égale à 1 sur ρ, notre rayon de courbure, la distance entre le centre du cercle et l'axe neutre, ici, qui correspond au cercle qui vient définir notre profil de déflexion de notre membre. Donc, rappelez-vous, delta θ étoile, ça va être égal à notre courbure, c'est-à-dire le changement d'angle entre deux plans qui sont séparés d'une longueur unitaire. Ensuite, on a vu les notions de déformation et de contrainte. On a vu que ces deux quantités-là étaient proportionnelles à kappa, ma courbure, ainsi qu'à la position par rapport à l'axe neutre. Donc, rappelez-vous, y égale à 0 à l'axe neutre, y est positif au-dessus de l'axe neutre, négatif au-dessus de l'axe neutre. Donc, plus je m'éloigne de l'axe neutre, plus ma contrainte et ma déformation viennent augmenter de façon linéaire en valeur absolue. Donc, positif, donc
va venir, ma déformation, si j'ai un moment positif appliqué, j'aurai une déformation de compression, une contrainte de compression au-dessus de l'axe neutre, j'aurai de la traction en dessous de celle-ci. Donc, les relations numériques, ça va être quoi? Ma déformation longitudinale epsilon x, ça va être moins y sur rho, ou 1 sur rho, c'est égal à kappa, ma courbure. On a vu que ce qui est lié, ma déformation et ma contrainte, c'est la loi de Hooke. Donc, ma contrainte est égale à epsilon e. Donc, si je viens remplacer ce epsilon x par ce qu'on avait défini ici, c'est égal à moins e, mon module élastique, fois y, distance par rapport à l'axe neutre sur rho, c'est-à-dire moins e kappa y. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de définir que notre contrainte longitudinale est définie comme étant égale à moins my sur i, le moment appliqué de part et d'autre de ma section, fois y, la position par rapport à l'axe neutre, sur iz, l'inertie de ma section transversale. Donc pour un moment positif, je vais avoir de la compression au-dessus de l'axe neutre, parce que si y est plus grand que 0, mon signe moins va venir induire de la compression ici. Pour un moment positif, j'aurai de la traction en dessous de l'axe neutre. OK? On a vu par rapport à la relation moment-courbure qu'on a une relation linéaire tant qu'on est dans le domaine élastique. Ça veut dire quoi? Si je viens doubler le moment, je vais venir doubler la courbure. Donc ça, c'est ce qu'on a ici par cette relation élastique qui va venir être gouvernée par EI, ma rigidité flexionnelle, où E, c'est la propriété de matériau, et I, ça va être la propriété de section. Donc, par rapport aux propriétés de section, on a l'axe neutre qu'on a dit qu'il allait coïncider avec le centre de gravité de nos sections transversales. Donc ici, quand on a des sections qui sont prismatiques ou des sections circulaires, on peut directement utiliser les formules qui sont développées pour nous. Quand on a des sections qui sont assemblées à partir des sous-sections qui sont connues, on utilise cette formule-là de façon à trouver notre axe neutre global à partir des sous-aires qu'on va venir se définir. Gardez en tête, l'axe neutre élastique et l'axe neutre plastique ne sont pas en même position. Ça veut dire quoi? Avant d'atteindre la limite élastique pour les fibres de notre section transversale, on aura notre axe neutre élastique qui correspond au centre de gravité de la section. Dès qu'on a des fibres qui viennent se plastifier, on va devoir faire l'équilibre des forces sur notre section de façon à identifier où est la position de cet axe neutre-là. Donc, l'axe neutre élastique n'est pas égal à l'axe neutre plastique. Dès qu'on va venir avoir plastification de certaines fibres sur notre section, on aura un déplacement de l'axe neutre de façon à maintenir l'équilibre de notre section. OK? L'inertie de notre section, ça va être quoi? Donc, lorsqu'on a des sections simples, on peut le calculer directement. Par exemple, pour une section rectangulaire, c'est BH³ sur 12. Lorsqu'on a des sections assemblées, on peut calculer ça comme étant la somme de chacune des inerties des sous-parties de notre section transversale, plus AI, l'aire de ces sous-sections, fois DI au carré, la distance entre le centre de gravité de cette sous-section et l'axe neutre global de notre section, qu'on aura calculé précédemment. On a notre module de section qui est utile de façon à faire la conception, qui est défini comme le ratio entre IZ et C. L'inertie de notre section est C, la distance entre l'axe neutre et soit la fibre inférieure ou supérieure. Et ça vient résumer qu'est-ce qui va être la contrainte max dans notre section transversale. Parce qu'on peut calculer comme étant la contrainte max qui va être le moment appliqué sur S. Donc, sachant à partir d'un diagramme d'effort quel va être le moment max, sachant la limite élastique, on peut directement choisir dans une table quelle doit être S de façon à venir satisfaire les limites de notre matériau et les efforts internes appliqués. Donc, comme je vous le disais, quand on fait de la conception, on va venir indiquer quel va être le moment maximal auquel est sujet notre section transversale. On va diviser ça par la limite de notre matériau. Ça va nous donner une propriété de section, c'est-à-dire un module de section que l'on doit satisfaire. Et donc ça, c'est comme ça qu'on va faire de la conception pour les éléments qui sont fléchis. Tout ça, c'était pour les parties élastiques. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on vient plastifier notre section? Donc le moment maximum que notre section peut soutenir, ça va être le moment plastique qui va être égal à sigma y fois z, où z, ça va être mon module plastique. Et F, ça va être mon facteur de forme, ça va être le ratio entre Z et S. Donc, dans le cas ici, on peut avoir ici, comme je vous le disais, plutôt les déformations qui vont augmenter, qu'on soit dans le domaine élastique ou plastique. On aura toujours une augmentation et un profil de déformation epsilon qui sont linéaires. Par contre, ce n'est pas le cas pour les contraintes. Donc, ce qu'on voit ici, pour les déformations, on a toujours un profil linéaire. Pour les contraintes, ici, on est dans le domaine élastique, on a des profils triangulaires. Ici, on est venu dépasser la limite élastique pour la partie
inférieure. Donc, on a ici une partie qui est uniforme, qui est égale à sigma y. Et ici, on vient dépasser pour la fibre inférieure et supérieure. Donc, on a ces triangles tronqués qui viennent représenter le fait qu'on a dépassé notre limite élastique de part et d'autre. Donc, voilà pour ça. Et une fois qu'on aura tout plastifié notre axe, on peut venir déterminer que notre axe neutre plastique va être où? Va être à l'endroit où j'ai la même aire en compression et en traction. Donc, lorsque tous nos faibles sont plastifiés, notre axe neutre plastique est à l'endroit pour lesquels on a la même aire au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Donc, ça conclut ce qu'on voulait voir ensemble pour le module 6A, où on est venu voir pour une pièce qui est soumise à des efforts de flexion, quelles vont être les contraintes normales. Donc ça, c'est dans un cas de flexion ordinaire, c'est-à-dire pour lesquelles on a simplement un moment fléchissant de part et d'autre, on n'a pas d'effort tranchant. Ce qu'on va voir dans le module 6B, c'est qu'est-ce qui va se produire si on vient faire la combinaison de moments fléchissants ainsi que d'efforts tranchants. Donc, dans un cas comme celui-ci, ce qu'on va voir, c'est qu'on va venir générer des contraintes de cisaillement verticales qui vont devoir également être combinées à des efforts de cisaillement longitudinaux. C'est ce qu'on va voir dans le prochain module.